Salut l'équipe. Lui et moi, on n'a pas toujours été très copains. Bon, en même temps, il sait pas qui je suis, mais surtout, il a cristallisé beaucoup de mes tacles assassins ces dernières saisons. Et si, comme Edith Piaf, je ne regrette rien, en revanche, sa saison et son rôle chez les Nuggets me forcent à constater que Russell Westbrook, en plus d'être un compétiteur féroce, est aussi un phénix qui sait renaître de ses cendres et des cendres de gitane maïs en plus. En signant à Denver, je me suis dit que son association avec Nikola Jokic serait aussi lunaire qu'un feat entre Christine and the Queen et Patrick Sébastien. Mais le basket est ainsi fait que quand les intentions sont bonnes, toutes les associations peuvent fonctionner. Russ West s'offre donc une très belle dernière danse comme Renaud s'offre un dernier verre, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse comme on dit. Jamais facile de se dessiner une fin de carrière à la hauteur de son talent. Russell Westbrook, lui, sait forcer son destin, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Et je ne sais pas si un jour il sera champion, mais je suis sûr que personne en tout cas ne pourra lui enlever son obsession pour le devenir. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et ce jeudi les Knicks mènent 2-0 face aux Celtics avec 2 victoires au TD Garden. Voilà, j'ai tout cassé. Bon, voilà. Écoute, c'est ce qu'on appelle... Magnifique, depuis 10 ans, tu l'as détruit comme ça. C'est un signe. Wow, ça c'est choquant. Il a détruit là ça. Oh le happening. On l'a depuis tellement longtemps. C'était une Versace, la ceinture, c'est devenu une Célio. Mais pourquoi? Ah, je sais pas. On va la réparer. C'est ça le problème des fans des Knicks. C'est ça le problème des fans des Knicks. Calmez-vous les mecs. Il y a des mecs qui ont célébré une finale de Ligue des Champions hier soir. Normal. Ils ont fait autre chose que casser une ceinture. Oui, dans Paris, tu veux dire. Ils ont fait autre chose que casser une ceinture. Comment ça va les garçons? Ça va super. Quelle semaine exceptionnelle. Il fait beau, le PSG est en finale des champions. Il se passe plein de trucs en play-off et Thomas Larocchi est en forme. Donc tout va bien. Dis-moi toi, la dernière fois que t'es venu dans le First Day Show, t'avais 39 ans. 39 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Aïe. J'ai pris en maturité, là, je me sens à l'aise. T'es passé du jeune et au... C'est une nouvelle vie qui commence pour moi, j'ai envie de dire. T'es un peu Thomas Wiseman, quoi. Tu vois, t'es le mec sage, quoi. Alors, Wise, ça veut dire sage, tout ça. Je sais. Tu l'avais? Non, pas ouf. C'est vrai. T'as pas envie un petit peu de changer un petit peu ton style, d'être un petit peu plus serein, d'assumer pas mal de choses pour tes 40 ans? Si, moi je suis toujours serein, tu me connais, je suis toujours calme, j'assume tout, il n'y a pas de soucis. Bah ça tombe bien, parce qu'on a un beau cadeau pour toi, regarde. Regarde, toi qui aimes les chaînes, toi qui aimes les bagues aussi, ce sera donc ta deuxième, tiens, regarde, voilà, communauté de l'anneau. Et toi qui aimes les lunettes de soleil aussi, allez, peut-être que... joyeux anniversaire, vieux père. Merci. Allez, Thomas Larocchi. Merci. Alors on espère qu'elles vont t'aller quand même, parce que... Ah, mais c'est pour moi ou c'est pour l'émission après Ah frère, des Yves Saint Laurent. Joyeux anniversaire, Thomas Larocchi. Ok, chier. Merci. Ok. Autant la chaîne c'est du toc, autant les lunettes c'est des Yves Saint Laurent, donc... C'est du toc ça? Non, là je suis déçu par contre. Elles te vont archi bien. Elles te vont très bien. Je peux faire l'émission avec ou... Regarde-toi comme t'es beau gosse. Regarde un peu, regarde, allez. Elles sont lourdes de ouf, ouais, mais là faut sortir un single, là, faut faire quelque chose, faut relancer le R&B français. Ah là je suis bien, là je suis bien. Il est bien. Tu peux reprendre Donne-moi ton corps baby, là ça marche. Voilà, de toute la part de la First Team. Saint-Laurent, c'est des vrais ou... Oh mais ouais, c'est toi qui reviens de Marrakech. On les embrasse Ils sont d'ailleurs. exceptionnels, bravo, merci les gars, ça fait plaisir. Eh ben toi oui, on fait des cadeaux, 40 ans quand même, ça se fête. On attend que tu organises un truc à Léon quand même. À Léon, on va se rejoindre. Merci, si on pouvait faire un truc à Léon, un peu sérieusement. Ah, tu vas venir cette fois-ci? Je suis venu la dernière fois. Ouais, t'es resté 15 minutes, hein, mais... Attends, après vous avoir déposé, merci. Il a fait un stop de bus. Il a mangé 2 tosses de foie gras et s'est barré. Bon, c'était 20 tosses de foie gras, par contre. Elle avait un mariage à préparer. On peut le comprendre. C'est clair. On peut le comprendre. Allez, on va se lancer quand même dans cette émission avant d'aller dans le sommaire, parce qu'on a évidemment plein de choses à raconter qui font kiffer les Knicks, putain, TD Garden et Madison Square Garden, Port Bell Eden, on s'en branle. Les Knicks en 4. Les annonces. Les NBA Classic Games, le lundi, dans le Big Monday, un match de 2009, Thomas, qu'on a commenté. Le Magic d'Orlando mène 3-2 face aux Cavs de LeBron James, première époque. Et le Magic d'Orlando de Michael Pietrus, d'un très bon Mike Pietrus, mène 3-2. Ils sont à un match des finales NBA.
On parle de Mike Pietrus, il y a surtout Dwight Howard qui fait un match monumental, mon Tom. Ouais, peut-être son meilleur match en carrière en playoff. C'est toujours cool de voir ces affiches-là d'une époque révolue maintenant, mais avec un basket moderne qui est en train de... Qu'est-ce qui t'arrive? Il est content. Il est content, mais il va pas les garder tout le temps quand même, j'espère. Ah quoi, moi je suis chaud, je vous ai dit, on peut les garder. Tu fais ce que tu veux. Pour le quiz, que pour le tu t'es quiz. pris un accent de mec qui double Eddie Murphy dans les années 90. Ah mec, tu sais quoi, les lunettes, elles sont fraîches, elles passent bien. Gros, tu tiens super bien, c'est tellement ça. T'as vu? Bah oui. Non mais vraiment, c'est ma génération. Oui, pas clairement, c'est incroyable. Bref, rendez-vous lundi, c'est un bon match. Exactement. Voilà. Avec un très très bon Dwight Howard, puisqu'on a toujours des débats autour de Dwight Howard. Là, je pense qu'il fait fermer quelques bouches. Encore un match de basket, cette fois c'est du basket français, ça se passe sur DAZN, c'est à 19h. C'est toi et Tom Servino qui allez vous y coller. C'est une très belle affiche de l'élite du basket français, Monaco-Bourg-en-Bresse. Monaco qui veut récupérer la place de leader et Bourg-en-Bresse qui espère récupérer la 4e place pour avoir au moins l'avantage du terrain. Ça sera pas facile, donc un match important pour les deux équipes. Il ne reste que 2 journées en saison régulière et puis à partir du 17 mai, on pourra se plonger sur le play-in et les play-offs. Donc à suivre pour tous les fans des deux équipes et pour ceux qui aiment le basket français en général. Et puis Monaco, le voir l'après quand même, qualif. Et l'avant Final Four aussi. Exactement, et l'avant Final Four, ça sera forcément intéressant. À Bourg-en-Bresse, il y a un joueur qu'on aime bien ici chez First Team, c'est Joël Ayayi qui joue. Et ben Joël Ayayi, il sera avec son frère dans ce canapé là où vous êtes les deux Thomas pour une interview entre les deux frères. Thomas et moi, on a eu la chance de les recevoir ici. Et on a fait un entretien où on s'est beaucoup marré, mais on est aussi allé à la découverte de Joël et de Gérald avec 2 trajectoires assez différentes. Il y a eu beaucoup de rire, beaucoup d'émotions aussi. Ouais, c'est une très belle interview. On était 4 ici et c'était cool de les entendre à la fois se chamailler comme des frères, mais aussi d'avoir le regard sur la carrière de l'un ou de l'autre. Donc non, franchement, une super interview. Et je vous conseille tous de l'écouter en podcast ou de regarder sur YouTube dès dimanche. Dimanche midi. Et donc samedi midi, vidéo sur les Clippers. Ça sera moins rigolo pour le coup, puisque les Clippers continuent de creuser et de surtout de confectionner cette espèce de loose internationale qui est autour de cette franchise. Encore un flop, évidemment, parce que cette année, on avait envie d'y croire. En tout cas, moi, j'avais envie d'y croire un petit peu plus que les années auparavant. Et pourtant, les Clippers nous ont encore une nouvelle fois déçus. Vidéo qui sortira samedi midi. Le sommaire de l'émission, on ira dans les news où on reviendra sur les séries entre les Cavs et les Pacers, évidemment, autant pour moi, et les Warriors aussi, qui sont allés gagner chez les Timberwolves direct. Le débat sera évidemment autour des Knicks qui mènent 2-0 face à Boston après 2 victoires au TD Garden. Ça là, fallait s'y attendre. On fera une palette autour de la série entre le Thunder, je vais y arriver, entre le Thunder et les Nuggets. On reviendra surtout sur cette fin de match incroyable, les lancers francs ratés, le repli dramatique de Chet Holmgren et le tir monstrueux de Aaron Gordon. On parlera du match 2, bien sûr. Donc, l'ouverture sur le match 2, évidemment. Parce que ça va vite, c'est ça que c'est une belle palette qu'on a faite. Et puis, comme hier, il y a eu 50 points d'écart, enfin 43. Oui, voilà. Ça va très vite. Mais bon, on parlera de tout ça. On verra surtout sur le match 3 parce que cette série est l'une des rares où il y a un partout. On est bon, messieurs? Grave. On finira avec le quiz, évidemment, où je rayonne en ce moment. Voilà. C'est dommage que tu aies cassé donc ta ceinture de champion. Hein. Regarde, il te reste quand même le W. Vraiment, tu peux l'afficher peut-être dans tes toilettes, ça. Je peux la réparer. Donnez-la moi, je vais m'en occuper. Toi, t'es Manuel, toi? Très Manuel, tu me connais, gros. Ok, très bien. Manuel Manuel Ferrara, peut-être. Allez, pas, ça me dérange pas. Le cassé du poignet. Prétentieux, va. Allez, c'est pas des poignets qui cassent. Allez, les news. Non. Allez, on va ouvrir le bracket de ces playoffs 2025 pour faire un petit point parce que les playoffs battent leur plein. On va commencer avec la conférence Est et vous voyez qu'Indiana mène 2-0 après être allé s'imposer 2 fois sur le parquet de Cleveland. C'est un petit peu le même scénario du côté des Knicks qu'on verra tout à l'heure dans le débat. Messieurs, quand on voit ce tableau-là, on voit quand même qu'aujourd'hui, l'avantage du terrain, il vaut pas grand-chose dans ces 2 finales de conf. C'est vrai que t'as raison de commencer par ça. En même temps, avec les surprises de la conférence Est, les 2 équipes les plus mal classées qui gagnent 2 matchs à l'extérieur sur les 2 équipes qui ont plutôt cruisé le champion en titre et les Cavs qui ont été exceptionnels tout au long de la saison régulière. Il y a beaucoup de surprises. C'est surtout ça, moi, qui m'anime. On va commencer par, bien sûr, le Cavs Pacers. Mais je ne pouvais pas imaginer des équipes aussi fortes, aussi préparées aussi, qui ont eu beaucoup de temps pour préparer ces demi-finales de conf, perdre 2 fois dans des scénarios complètement différents et des histoires différentes, leurs 2 premiers matchs à domicile. Donc, depuis ces dernières années, on a quand même la sensation que c'est plus simple. En tout cas, il y a plus de victoires à l'extérieur. Ça, c'est une certitude. Thomas, tu as un regard sur ce nombre de victoires à l'extérieur?
C'est surtout la conférence Est qui choque parce qu'on en avait parlé avant les playoffs. On savait que la conférence Ouest c'était très très serré. Là, avoir 2 victoires à l'extérieur pour les 2 équipes contre des favoris clairement à l'Est. Tout le monde a mis Cavs, Boston en finale. Et aujourd'hui, ils sont en grand danger. Il y a sûrement, d'après les statistiques en tout cas, une des 2 équipes qui risque de pas passer. Laquelle, je sais pas. Eh ben, écoute, si ce n'est les deux. Si ce n'est les deux aussi. Si ce n'est les deux. Les deux sont en grand struggle. On va s'arrêter sur cette série donc entre Cleveland et Indiana, parce qu'Indiana, donc 4e de la conférence Est, mène 2-0 après être allé gagner un 2e match donc sur le parquet de Cleveland, 119-120 dans un match assez incroyable, un Tyrese Haliburton avec un game winner. Messieurs, on a assisté encore une fois à un super match entre ces 2 équipes, un match, on va le dire, dominé par des Cavs réduits, malgré pas mal de blessures, on le rappelle, Hunter, Garland et Evan Mobley. Et finalement, c'est les Pacers qui vont s'imposer dans un finish incroyable. On a envie de dire que bravo Pacers, mais pas bravo la gestion de fin match quand même des Cavs. Toutes les sorties de temps mort de Kenny Atkinson ont été mauvaises, incapables de faire une remise en jeu et de passer le milieu de terrain dans la dernière minute 30. Je vais commencer par crédit aux Pacers. Commençons par le positif toujours. Et crédit à cette fin de match, à ces fins de match fantastiques. On en a beaucoup parlé hier dans Clutch. Moi, les Pacers, ils me bluffent par leurs moments, les moments de grâce. J'appelle ça moments de grâce. Des runs exceptionnels, des stops enchaînés, un jeu ultra physique. Et puis, beaucoup d'adresse dans la transition. Et un Tyrese Haliburton qui est l'un des joueurs les plus clutch de toute cette saison. Tu prendras ce tableau, Erwan, dans quelques instants. Mais juste avant l'émission, je regardais les 11 tirs clutch pris par Tyrese Haliburton cette saison dans les 2 dernières minutes. Il est à 10 sur 11 sur tout au long de la saison, dont des tirs mémoraux avec des pumps, etc. En saison régulière. Donc, ils ont le 2e joueur le plus clutch de toute la conférence Est après Jalen Brunson. Et comme de par hasard, ils sont à 2-0. Ouais, mais moi, ce que j'ai souvent dit sur les Pacers, c'est que j'aimais beaucoup cette équipe par leur intensité, par leur collectif et le fait qu'ils aient un banc assez fourni. Et le défaut, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas de superstar, entre guillemets. En tout cas, ils n'ont pas de Kawhi, ils n'ont pas de Jokic, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est compensé par le fait que, en fait, ils ont un mec qui se transforme en superstar quand c'est chaud, quand dans le Money Time, quand il faut finir les matchs. On l'a vu là encore une fois, Haliburton qui fait la différence en fin de rencontre. Et bravo à eux parce que c'est un peu une équipe à l'image des Knicks qui, un peu dans le même moule, qui lâche rien en fait, qui joue dur tout le match, qui lâche rien, qui est très collectif et qui est très soudé. Il y a toujours un mec qui est là pour en faire un peu plus et pour l'instant ça marche et pas bravo aux Cavs en tout cas. Un mec pour en faire un peu plus ou plusieurs. Vous allez voir ce tableau, sharing is caring, on pourrait dire, avec carrément 6 joueurs à plus de 12 points. Vous l'avez, Pascal Siakam qui a shooté que 8 fois. Pascal Siakam, derrière vous voyez Nembhard qui met des points, Mathurin, Haliburton, Miles Turner qui a été aussi très bon. Thomas, je vais te lancer sur le rôle aussi de Miles Turner. C'est aussi ça, la compensation de, tu le disais, ils n'ont pas Kawhi, ils n'ont pas Harden, ils n'ont pas de MVP, quoi. Ils n'ont pas de MVP potentiel. Par contre, ils ont plein de mecs capables de marquer 10, 15, 20 ou 25 points. Ouais, et tu veux qu'on parle de Miles Turner, et t'as raison. Miles Turner, dans notre esprit, c'est un beau physique, un vrai bon défenseur et un gars qui est surtout sur du pop, qui est capable, du coup, c'est dans la NBA moderne, c'est ultra intéressant d'avoir un 5 qui puisse valider du spacing par son adresse. Là, je l'ai vu dominant à l'intérieur, en fait. Je l'ai vu sur la fin de match prendre la balle, faire des petits retournés, des petits hooks, aller chercher des fautes. Il a détruit les mismatchs. Il a détruit les mismatchs. Et dans le basket moderne, où tout est fait sur les extérieurs, dès que tu as un gars qui est capable de détruire les mismatchs, comme par hasard, tu gagnes. Comme par hasard, tu gagnes. Si tu le sers. C'est mieux le servir. De toute façon, pour gagner un mismatch, on en a vu un autre dans la série qui est pas très servi, mais bon. Absolument, t'as raison. Et du coup, ça compense aussi le petit match de Siakam. Siakam, il est dans le collectif, il est bon en défense, il a des moments importants comme le lay-up dans la dernière minute, mais il est pas excellent, alors que c'est le 2e meilleur joueur. Donc c'est bien la preuve que c'est d'abord un collectif, et un collectif d'expérience surtout. Moi, j'aime bien que tu dises, ouais, Siakam, petit match, il force rien. Il y avait d'autres mecs autour de lui. Non, mais c'est pour ça. Par rapport à son talent habituel. Je rajoute 5 sur 8 au tir. Il a pas forcé. Ouais, tout à fait. Il a pas forcé. Il a pris ce qui lui revenait. Et il y en a d'autres qui ont été plus en vue, notamment comme Miles Turner. Aaron Nesmith. Ou Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, cette intensité. On retrouve l'Aaron Nesmith des playoffs la saison dernière, où il était surtout cantonné à des rôles défensifs. Là, déjà défensivement, c'est toujours un monstre. Et puis cette intensité, la claquette dunk qu'il va aller chercher, il n'est pas à la lutte au rebond. Il est derrière la ligne à 3 points. Alors il rentre bien avant que le ballon ait quitté les mains du shooter, mais il n'empêche que ça montre aussi l'envie, la grinta de ces mecs. Ouais, ils ont envie, clairement. C'est des joueurs en plus qui ont des choses à prouver. Ils savent qu'ils ont une fenêtre, surtout en démarrant comme ça, et ils lâchent rien parce que à l'arrivée, les Cavs doivent l'emporter tous les jours. Mais après, le problème, c'est que
ils savent pas finir les matchs, les Cavs. Ils ont pas de meneur. C'est là aussi on voit que c'est un problème. Hein. Moi, je suis un peu peut-être de l'ancienne école, mais il faut un meneur de jeu, il faut un patron. T'as Jérôme, le costume beaucoup trop grand pour le coup. Oui, Garland est blessé, hein, à un moment donné, c'est la réalité. Et Mitchell est exceptionnel, mais ce n'est pas un meneur de jeu. On le voit aussi sur ils font des dingueries, la remise en jeu, le coup de coude en avant, là aussi de Mitchell, et tout ça cumulé, et derrière tout qui s'aligne. Après, ils le refont 10 fois ce match, les Cavs le gagnent 10 fois, mais c'est aussi ça la beauté des playoffs, c'est que voilà, t'as une chance parfois de saisir un match et tu le saisis. Il y a un mec qui vient d'être élu coach de l'année, il faut qu'on en parle quand même, c'est Kenny Atkinson. Il n'y a pas photo, il s'est largement mérité. Quand tu es coach de l'année et que tu fais 2 voire 3 sorties de temps mort aussi minables que ce qu'ont fait les Cavs, je ne sais pas ce qu'il a dessiné, je ne sais pas si c'est l'exécution qui n'a pas été bonne ou il n'empêche Sûrement un peu de tout, comme souvent. Mais honnêtement, ils se le sont vendangés, les Cavs, ce match-là, par des pertes de balles, par des lancers francs ratés, par des gestions d'attaque terribles. Comme Thomas, t'es arrivé le lendemain du match, t'as dit... J'ai halluciné. Pendant 1 minute 30, ils n'ont pas réussi à passer la ligne médiane. À la dernière minute, il n'y a plus un ballon qui est, tu sais, je dribble, j'essaie de provoquer une faute. La seule fois où il passe la ligne médiane, c'est la passe de Strus, mais elle va direct dans les mains d'un mec des Pacers. Tu sais, quand tu disais ça, je trouve que c'est aussi une constante du basket moderne. Hein. C'est une vraie constante, là, dans les séries qu'on est en train de voir en play-off. Le nombre de ballons perdus sur des remises en jeu, ligne de fond sous ton panier, quand tu fais avancer après un temps mort, il y a des balles lobées, des trucs, on en parlera tout à l'heure avec Denver et OKC. En fait, c'est une constante du basket moderne. En fait, les défenses sont tellement agressifs, il y a tellement de coups, ça tire, on laisse jouer et donc il y a des balles perdues. Et mine de rien, alors on peut le regretter pour les Cavs, mais pour le spectacle, pour les retournements de situation, il n'y a rien de mieux que ça. Mine de rien, parce que là où je te rejoins, c'est que les Cavs auraient dû gagner et que malgré un match ultra accompli sur 47 minutes, eh ben, tu peux te retrouver en galère face à une équipe que tu as dominée assez largement. C'est quand même assez fou. Ouais, parce que là, t'es en galère, hein, pour le coup. T'es mené, mené 2-0 avec 2 défaites chez toi. Mine de rien, aujourd'hui, nos regards changent sur Indiana, même si on rappelle que cette équipe-là, l'année dernière, a déjà fait une finale de conf. Et Thomas, hier dans Clutch, tu te posais la question de savoir comment maintenant aller gérer les Pacers, ce nouveau statut qu'ils connaissent un peu, puisqu'on l'a dit l'année dernière, ils étaient en finale de conf. Ils sont obligés de faire l'effort, tu sais, le match de play-off que tu joues blessé pour donner tes 15-20 minutes, parce que là, tu es tellement en struggle. Alors, évidemment, sans parler d'une défaite, il y aurait 3-0 et ce serait, dans l'histoire, ce serait impossible de remonter. Mais ils doivent se refaire un autre match aussi consistant sur 48 plutôt que sur 47 minutes, comme sur le match 2. Donc la pression est sur les Pacers, à voir s'ils ont le mental pour battre cette pression, ce qu'ils avaient réussi à faire l'année dernière. Parce que contre les Knicks, il y avait la pression, il y avait des blessés en face, et ils avaient réussi à passer en finale de conf, ils avaient réussi à aller en finale de la NBA Cup. Donc ils ont aussi l'habitude et l'expérience, ce groupe-là, des grands moments de la conférence Est au moins. Clutch tous les mercredis et vendredis à 17h, de 17h à 18h sur la Wina TV. On se régale toujours, même si sur le GD, on est un petit peu dans le dur. Messieurs, comment on voit la suite? On va voir les cotes du Game 3 qui arrive. Comment on voit la suite de cette série? Parce que c'est assez dur à lire la suite en se disant que Indiana mène 2-0, retourne chez eux avec l'avantage du terrain désormais, avec 2 matchs d'avance même. On n'imagine pas Indiana sweeper Cleveland, mais pourtant, entre les blessures des Cavs et l'avantage d'Indiana, pourquoi pas? Écoute, alors déjà, ça va dépendre de qui va jouer pour les Cavs. Là, ils ont besoin de leur force vive. Il faut absolument qu'Evan Mobley puisse rejouer. Il s'est fait une entorse. DeAndre Hunter, ce serait bien qu'il joue. On sait que Darius Garland, lui, avec son histoire de gros doigts de pied, ne devrait pas jouer pour le moment. Je leur souhaite déjà d'être au complet. S'ils ne sont pas au complet, ils ont été capables de dominer quand même sur 47 minutes l'autre équipe, parce que Donovan Mitchell a fait un match grandiose. Sur lui aussi, 47 minutes. En fait, il est un peu à l'image du match des Cavs. Donc, moi, j'imagine tout de même, quand même, les Cavs avaient gagné le match 3. Parce que tu viens de le dire, je peux pas imaginer cette équipe être menée 3-0 face à Indiana. Donc, écoute, dans ma tête, c'est une victoire, et il y aura 2-1. Et s'il y a 2-1, il peut même y avoir 2-2. C'est un peu con, mais ça peut exister, quoi. Je veux dire, je veux dire, s'il y a 2-2, je suis pas choqué. Ça commence par là, Thomas. Ouais. Avant qu'il y ait 2-2, il faut qu'il y ait 2-1. Hein. Sinon, Et tu sais que je suis pas le scientifique de la bande. Ah, c'est clair. Bon. Non, mais c'est sûr que les Cavs peuvent le faire encore, parce qu'on voit qu'ils ont été meilleurs, clairement, que les Pacers sur ces 2 premiers matchs, mais ils ont perdu. Donc, ça qui est assez compliqué. Et, moi, je les vois clairement revenir. En tout cas, j'espère qu'ils vont récupérer leur joueur majeur. Ça aussi, ça va faire une grosse différence. Forcément, si tu joues sans le meilleur défenseur de l'année et sans ton meneur All-Star aussi, c'est compliqué, c'est pas rien. Maintenant, on l'a vu, tu l'as dit, hein, même sans ces 2-là, ils ont été meilleurs. Maintenant, il va falloir se déplacer à Indiana. Ça va être le feu là-bas, ça va être l'enfer, parce que les Pacers, ils savent qu'ils ont une fenêtre, et il ferait mieux de le prendre tout de suite plutôt que de laisser espérer les Cavs à 2-1 et de se mettre la pression sur le Game 4. Donc, à voir, mais
En tout cas, on sait qu'ils ont les moyens de revenir dans la série, ça c'est sûr. Moi, je vais quand même rouler avec Indiana parce que de ce que je vois sur ce début des playoffs, c'est une équipe qui est dure à bouger. C'est une équipe qui est dure à bouger, encore plus à domicile. Encore plus à domicile. Donc, si j'associe à ça en plus les blessures, parce que même s'il y a des retours, j'ai pas l'impression qu'il y aura tout le monde qui sera de retour. Et que, en fait, Cleveland, qui est pas au complet, qui en plus est mené et qui, quelque part, doit être un petit peu traumatisé de cette fin du match 2, j'ai envie de croire, même si, avec tout ce qu'on a vécu sur la saison régulière, c'est dur à matérialiser. Mais moi, Indiana, je les trouve tellement solides. Ils n'ont pas d'humour. C'est une équipe qui n'a pas d'humour. On aime bien qualifier ces équipes-là. On disait ça des Bucks à l'époque. Ils n'ont pas d'humour. Et je pense que même si à Money Time, c'est avantage aux Pacers parce qu'il y a Comme pour les Knicks. Hein. Comme pour les Knicks. C'est la même chose. Hein. Donc, si Money Time, avantage Indiana, t'as raison. Donc, moi, je vois vraiment Indiana mener 3-0. Ok. Écoute, on verra ça. On verra ça. Sacrée surprise. Hein. On verra ça. La meilleure équipe de la conférence Est, assez largement. Ça arrive. De toute façon, ces playoffs sont assez surprenants. Le match 3, c'est... ce soir, Non, c'est vendredi, je crois. Ah, il y a qu'un seul match ce soir, peut-être. Il y a que les Warriors. Il y a que les Warriors qui jouent là. Ben, les Warriors, justement, allons dessus. Les Warriors qui mènent 1-0. Donc, après un but sur corner à la 88e. Les Warriors qui sont allés gagner 99-88 chez les Minnesota Timberwolves avec un bon Jimmy Butler, mais avec, de manière générale, un bon collectif des Warriors, encore une fois. Ça n'a pas été le cas côté Minnesota. On va y revenir, mais on va quand même d'abord s'arrêter, encore une fois, sur la perf collective de ces Warriors qui ont perdu Steph Curry après 13 minutes. Ça lui a quand même laissé le temps de faire un bon premier quart-temps et de lancer son équipe. Et puis après, Draymond Green, Buddy Hield, Jimmy Butler ont encore pris une fois le relais. Tom le dit, monstre à 4 têtes, mais j'ai presque envie de dire monstre à 10 têtes. En tout cas, monstre dès que quelqu'un met le pied sur le terrain. Parce que c'est ce que disait Draymond Green en conférence de presse. Tous les mecs qui sont rentrés ont amené quelque chose. Ouais, clairement, on a vu, tu l'as dit, ils les ont mis sur de bons rails. Curry et Draymond Green qui démarrent super bien le match, surtout avec cette adresse de Green à 3 points. On sait qu'il est capable de le faire, mais c'est pas à tous les matchs. Et surtout, moi, je vois encore que les Warriors, c'est la meilleure équipe collective en attaque et en défense. Parce qu'ils sont très, très solidaires. Ils prennent rarement plus de 100 points. On l'a vu sur la série d'avant. Dès qu'ils prennent plus de 100 points, ils perdent en général. Et là, je les vois très solides. C'est quoi leur point faible ? Ils ont pas de taille, ils ont pas de big man, en tout cas, à titrer. Ils vont tous au rebond. Ils box out tous les grands. Ils les sortent de la raquette pour essayer de récupérer les rebonds. On les a vus dominants aussi au rebond. Alors que normalement, ils auraient été censés être dominés par Gobert, Randle, Reed. Il y a beaucoup plus de taille en face. Mais encore une fois, je trouve que dans l'esprit collectif, dans les rôles de chacun, tout est bien défini. Tout le monde joue parfaitement sa partition. Et tout le monde est bon. Même des Payton en sortie de banc. Il est excellent. Il ramène une sérénité. Il est toujours là dans le jeu sans ballon. Même Podziemski, qui finalement met pas de points. Mais il est bon, il est dans la création, il est dans le défi physique, il apporte c'est un danger qui doit être surveillé, donc ça déclenche aussi d'autres options autour et les Warriors, vraiment, c'est un régal de les voir jouer comme ça. Thomas, j'ai envie que tu me parles d'un mec que Tom n'a pas cité, c'est Pat Spencer. Ah, la famille, le mec, il joue des playoffs NBA avec les Warriors. Il a un vrai temps de jeu, en plus il a peur de rien, mais c'est même pas le sport dans lequel il est le meilleur. C'est quand même incroyable. Cette histoire elle est fantastique. Parle-nous de Pat Spencer un peu. C'est une légende du sport qu'on adore, parce qu'on a tous adoré American Pie. C'est une star NCAA du lacrosse. C'est quand même le sport le plus improbable. T'as quand même un filet pour attraper des papillons et tu joues en espèce de hockey sur gazon, ce qui n'a aucun sens. C'est un bloc ce que tu viens de dire. C'est le Quidditch. Il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est une légende de la NCAA. On le connaît depuis quelques années. C'est des styles un profil de joueur qu'on n'imagine pas en NBA. Qualité athlétique, pas ouf. Il a pas de grande qualité, mais il fait tout bien. Sa spécialité, c'est quand même une petite roucoulette runner. Et quand il en met un dans le match, tout le monde est un petit peu choqué. Il a donné de bonnes minutes alors que Steph Curry était blessé. Et Steve Kerr n'hésite pas à lancer son 10e, 11e homme pour donner des bonnes minutes. Donc ça va complètement dans le sens. Il régale. Et puis mon gars, c'est le genre de mec, il va prendre des rebonds, il s'arrache. Il fait deux interceptions dès qu'il rentre, direct. Donc il apporte des bonnes choses. Et je trouve qu'il dégage une sérénité balle en main. Tu sais, sous la pression, il est là, dribble dans le dos, tête levée. Il n'y a pas de pression. Il est vraiment à l'aise. En G-League, il a détruit des gants. Ah, mais oui, il a joué, c'est un super joueur de basket. On l'avait vu déjà dans le blowout à Houston. Il avait déjà montré que. Et il avait gagné de la confiance à ce moment-là en disant mais moi j'ai pas peur, je joue, je vais prendre des tirs. Il avait offert des très bonnes minutes. Et là, on voit que Steph Curry sort, et c'est lui qui va prendre le relais. C'est fou quand même de dire que ce mec-là qu'on connaissait
plus pour un autre sport que l'NBA, apporte des minutes. Est-ce que le fait que ça arrive aux Warriors, ça peut arriver qu'aux Warriors, ça? Ouais, il y a un peu de ça. L'invention de joueurs arrive toujours dans les bonnes équipes. Ça, c'est une Non, mais certitude. dans un collectif où on se passe la balle, il y a beaucoup de jeux sans ballon. Ouais, C'est quand même bien plus sûr. facile d'exister Non, là-dedans. Enfin, plus facile. Non, mais quand c'est un bon collectif, tu peux toujours aller chercher des mecs qui sont pas censés être à ce niveau-là. Donc, c'est un peu l'image des Warriors. Je te reconnais. Et belle moustache. On aime bien son flow. Mais les Warriors sont bluffants. Et ce qu'il faut dans ce match, c'est que chaque joueur a eu un moment. T'as parlé de Steph Curry dans le début du match pour lancer. Clairement, Draymond Green a un moment de grâce, lui aussi, avec son tir extérieur. Et le troisième carton de Buddy Hield. Buddy Hield, je vous rappelle quand même que l'année dernière, c'était la première fois qu'il jouait les playoffs. C'était avec Philly. Il a été minable. Là, cette année, benché minable et tout. C'est la première fois de sa carrière. Là, il joue avec les Warriors et il défend, il est dans le 5, il a un super état d'esprit, il est intégré dans le collectif et il a des moments comme ça à la Klay Thompson où il est capable de marquer 15 points dans un quart-temps. Et pour les Warriors, ça, c'est vraiment, c'est de l'or. C'est dans le troisième quart-temps. C'est ce que je viens de dire, ouais. Mais c'est fou que Buddy Hield, il est à un énorme début de saison. Faut pas se tromper ici. Hein. C'est ce que je viens de dire, tu me dis. Non, j'avais pas entendu le troisième quart-temps, c'est pas grave. D'accord. Mais il avait fait un très bon saison, un très bon début de saison, Buddy Hield. Après, il a eu un trou noir terrible. Ouais. Et il revient au meilleur des moments. C'est un garçon, on sait qu'il est capable de mettre des tirs, mais là, il arrive au meilleur des moments. Et puis, dans un registre où dès que tu mets dedans Warriors, forcément, ça éclaire forcément tout Ouais, le c'est temps. surtout que ça t'aide. Hein. On va pas rappeler le Game 7 contre les Rockets, 33 points venus de nulle part. Là, il enchaîne derrière. Et c'est sûr qu'avec un Buddy, là, en tout cas, on l'attend pas à 25 points par match. Hein, mais s'il peut te mettre des shoots ouverts, prendre parfois ses responsabilités, peut-être quand Curry va pas être là, apparemment, en tout cas pour le Vous pouvez prochain rater la match. série, hein, Steph Curry. Hein. Ouais, il y a Oui. au moins une semaine Ouais, d'absence. Hein. donc il va falloir que d'autres joueurs se montrent et lui il a le profil pour. Après on sait que les Warriors aiment pas trop quand ils jouent des 1 contre 1, quand ils dribblent beaucoup, mais là il va falloir peut-être qu'il en fasse un peu plus et il va falloir que d'autres joueurs postent, pourquoi pas aussi apportent du scoring et Kuminga va avoir un rôle aussi intéressant quand il rentre. Il fait Il a du du déchet, Kuminga. mais ouais, il a du déchet, mais bon. On voit que Bah oui, physiquement, il faut qu'il joue, le il peut matcher en tout cas avec Minnesota. Et c'est un mec qui met des paniers, mine de rien. Voilà, il va toujours il va aller au poste. Alors, il rentre Jeu sans pas ballon. totalement dans le moule des Warriors parce que c'est pas trop son truc, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il peut te sortir Oui, un match à 20 points. Dans le Il jeu peut. sans ballon, même Ouais. aussi, il est toujours Il a un plutôt jeu direct, ils précieux. ont besoin de ça Ouais, aussi. un petit Ils ont peu besoin de verticalité. slashers, ouais, Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. On peut parler des autres là, parce qu'on n'a pas cité leur nom. Ils ont fait un match. On en revient à... Tous. On en revient à la grande théorie, on en parle tout le temps pendant les playoffs. L'équipe qui détruit une équipe au premier tour en 5 et qui a beaucoup de temps pour se préparer, et l'autre qui doit jouer un match 7, et donc ils arrivent dans des momentum complètement différents. Là, le constat qu'on fait au moins sur ces demi-finales de conf, c'est que les équipes qui avaient un match 7 à jouer ont gagné les premiers matchs. Ben, on le voit là, Minnesota, donc les T-Wolves qui ont été dramatiques, hein, on le voit sur le pourcentage au tir, le pourcentage à 3 points est minable, les pertes de balles, et donc ils ont perdu la bataille du rebond. La transition enfin qui est faite, c'est que, pour finir avec les Warriors, c'est qu'il y a le choix tactique aussi de Steve Kerr de faire zone. Donc zone, quand tu joues petit, pour moi, ça doit presque être un avantage pour Minnesota. Le problème, c'est que Minnesota, tu l'as dit, ils font un match, ils ont joué à l'envers, complet. Mais complet, sans rythme, sans justesse. Sans la dalle de playoff déjà. Ouais, déjà. hein. Parce que quand je vois Rudy Gobert, quand il a Butler dans le dos, et qu'on le serre et qui dunk là comme ça, et qu'on le voit qu'une fois dans le match, je me dis, encore une fois, on n'est pas là à dire donner la balle à Rudy Gobert, mais ils ont Reed, Randle, Gobert, ils doivent détruire, en tout cas les forcer à faire d'autres choses que ça. Ils leur ont fait une zonasse, tranquille, et les autres, ils sont les 100 palais dedans, shootant à 3 points. C'est un drôle de match que nous ont servi les Wolves. Moi, je suis très déçu par leur entame de match. Collectivement, tu commences le match par un 0-16 sur la première mi-temps, et Nasri Dimestir, c'était comme une libération carrément, et puis la première mi-temps d'Anthony Edwards. À ce niveau... Ils ont raté leurs 16 premiers tirs à 3 points. Tu viens de le dire? Ouais. C'est parce que je lis les trucs. Anthony Edwards... Anthony Edwards, ça fait un très mauvais début de match. Apparemment, il a raté les 16. C'est vrai? Mais dis-le quand t'as des infos. Je suis pas sûr. C'est une info que j'ai entendue comme ça. Et Budil, c'est dans le troisième quart-temps qui met... Anthony Edwards qui met 1 point dans une première mi-temps, c'est impossible. T'es beaucoup trop fort et trop important dans le collectif pour faire une première mi-temps à 1 point, un lancer franc dans la moitié du deuxième quart. Il en met plus de 20 dans le deuxième et il se réveille. Mais c'est, tu sais, à l'orgueil. Ils sont obligés d'avoir Anthony Edwards, un peu comme pour Jason Tatum, scoreur, playmaker et adroit à 3 points. Sinon, ils peuvent se retrouver comme les Celtics à 0-2, en fait, tout simplement. Mais c'est
au-delà des 1 point, c'est la manière, je trouve, son body language qui est catastrophique. Il est pas dans l'intensité des playoffs, il est pas... C'est pas lui, ça, en plus. Non, C'est pas lui. J'ai envie de le voir agressif aussi près du cercle, pas que être dans le tir à 3 points facile. Il a envoyé des saucissons. En plus, c'est pas des gamelles hein, qu'il a envoyé. C'est qu'il était vraiment à côté. Et voilà. Et lui, quand on sait que c'est le leader de cette équipe, c'est aussi lui qui met le rythme à son équipe. Et là, quand il passe complètement au travers de la première mi-temps. Mais j'ai l'impression qu'ils sont... Alors, ils ont pas du tout bien démarré le match. Ensuite, Curry s'est blessé. Et j'ai l'impression, inconsciemment, ils se sont dit, c'est bon, Curry s'est blessé. On va revenir petit à petit. Premier carton, non. Deuxième, non. Troisième, non. Le match est fini, c'est perdu. Moi, ça, c'est une théorie à laquelle... Oui, mais c'est l'inconscient. Peut-être, j'ai du mal à croire. Mais quelle marge tu as pour penser comme ça? C'est l'inconscient des joueurs. Quand tu as un des meilleurs joueurs du monde qui sort, tu sais que c'est dans le scouting report, tout était basé sur lui. Tout d'un coup, tu dis, attends, qui c'est qui va mettre des points en face? Pas Spencer. C'est vrai que, Steph Curry se blesse. C'est pas Spencer qui le remplace. Et puis, ils prennent la marée externe aussi à ce moment-là. C'est un moment où Buddy, il est exceptionnel et Draymond Green, Steph Curry fait une passe d'aide à Draymond Green quand il est blessé quand même. Ils sont aussi dans un moment de folie, les autres là. Mais bon, c'est inconscient en fait. Tu as raison de dire ça, mais c'est inconscient. La dureté en tout cas des Wolves qu'on a vu face aux Lakers, même si des fois c'était des baskets un petit peu à la serpe, au moins il y avait une dureté physique. Alors après on sait que le basket en mouvement, et c'était l'une des clés qu'on avait aussi, par rapport à ce basket un peu statique des Lakers où on dribble beaucoup, où on est fort, où on est sur le 1 contre 1, on sait qu'on doit tenir son duel dans le dribble, ce mouvement permanent chez les Warriors, McDaniels, on le voit, c'est une galère à défendre, ça part dans ton dos, ça remonte, ça switch, c'est une vraie, ça switch, où tu prends ligne de fond, où tu remontes, ce basket de mouvement permanent, et avec Draymond Green qui est fou, quand on voit des fléchettes partout sur les passes. C'est Bruce Lee, Draymond Green. Oui, parfois. Donc, parfois. Donc, en tout cas, voilà. Mais qu'est-ce qu'on imagine pour ce match 2, une réaction des Wolves avec un Steph Curry qui ne devrait pas être là? Qui va pas jouer. Bah, déjà, oui. Ils doivent absolument gagner. Ils doivent absolument gagner. Et surtout, je veux voir une grosse réaction dans la densité physique. Et il faut qu'ils montrent ceux qui peuvent être... ce qu'ils ont montré parfois contre les Lakers, on les a vus presser tout terrain sur Doncic, sur Reeves, mettre la pression d'entrée. Là, ils ont subi, ils ont laissé les Warriors jouer. Si tu laisses les Warriors jouer, tu l'as dit, jeu en mouvement, très bonne lecture sur les ouvertures d'écran, quand ça switch, les flashs, tout ça, ils sont très bons. Donc, ils doivent impacter, aussi aller chercher à l'intérieur, même si on sait qu'à NBA, c'est pas leur truc, ils aiment bien dégainer à 3 points. Au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Oui. Allez à l'intérieur, vous avez l'avantage de taille, essayez d'aller chercher un peu Rudy, ou que ce soit sur des mismatchs quand McDaniel, s'il est sur d'autres joueurs. Qui défend sur les gros? Que ce soit Randle ou Rudy Gobert. Il n'y a pas de gros en face. Il y a Green qui est gros petit. Ou Jimmy Butler. Me dis pas que si tu cibles d'entrée que Steve Kerr se retrouve milieu de troisième quart-temps à devoir gérer Jimmy Butler à 3 fautes ou Draymond Green à 3 fautes, ça change le match pour les Warriors, pour Steve Kerr à coacher. Donc, je veux bien tirer à 3 points, je veux bien rater 16 tirs à 3 points en disant on est maladroit, mais il y a d'autres choses à faire. Quand Butler défend sur Randle ou sur Gobert ou sur Nasrid, il y a autre chose à faire que shoot à 3 points. Mais moi, c'est pour ça, des fois, j'en viens, enfin, je l'ai déjà dit ici, sur la limite du coaching à NBA, je me dis, qu'est-ce qu'il dit, le coach? Il a pas une soufflante à passer à un moment donné à dire, mais attends, mais vous faites quoi, les gars? C'est quoi ce bordel, en fait? Et j'ai l'impression que Finch, il est sur le côté. Bon, ok, très bien, allez, mi-temps, on revient, c'est parti. Je sais pas s'il a une influence sur son équipe, j'ai l'impression qu'en fait... J'ai envie de croire que oui, quand même. Oui, non, mais bien sûr, dans les consignes et tout, mais quand je vois l'intensité, comment il joue, les choix, en tout cas offensifs, je me dis, mais que doit dire le coach au temps mort, quoi. Je regardais, en tout cas, pour être complet sur le match 1, 15 sur 17 au lancer franc pour les Wolves, 10 sur 10 pour Julius Randle, qui lui, pour le coup, a été agressif et a obtenu des lancers francs. Anthony Edwards, il a 4 sur 5. Donc, et le seul autre qui a tiré des lancers francs, c'est Rudy qui fait 1 sur 2. Donc c'est aussi quelque chose qu'ils doivent améliorer. Il faut être beaucoup plus dans le slash et essayer d'obtenir des foutus lay-up parce qu'il n'y a pas un mec de plus de 2 mètres dans l'équipe en face. Écoute, on va voir s'ils vont rectifier ça pour le match 2. Nous, on va voir les cotes de ce match 2 où on imagine que Minnesota devrait quand même être favori à domicile. Voilà, vous voyez les cotes. 1,19, il y a pas... On est d'accord avec Wina là-dessus, les gars? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Victoire des Wolves, ils sont obligés. Voilà, il faut profiter de l'absence de Steph. Voilà, pour les plus joueurs d'entre vous, parce que les Warriors, il faut quand même se les envoyer, ils sont capables de tout. La cote à 4,60. Si ça vous tente, si vous êtes joueur, allez, assez blablaté, il est temps de parler, d'ouvrir le grand débat de cette émission et parler de la meilleure équipe du monde, les Knicks, dans le débat. Dominer n'est pas gagné, mes amis les Celtics. 2 matchs où les Celtics sont largement dominés. Les 2 rencontres, et je dis largement et je me trompe à peine. Mais 2 défaites donc pour les Celtics à domicile. Messieurs, on va commencer par ça.
au début de cette série-là, imaginez les Celtics être menés 2-0 après 2 matchs à domicile, c'était quasiment inimaginable. Inimaginable, inespéré, inconcevable, tout ce qu'on veut. Les Celtics avaient tout le temps de se préparer. Ils sont une équipe ultra connue de tous, ultra sérieuse dans les grands moments. Même s'il est arrivé de l'année dernière qu'ils aient pu lâcher quelques matchs, on ne pouvait pas imaginer que cette équipe mène de 20 points dans le premier match et perde. On pouvait encore moins imaginer que cette équipe mène 2 fois de 20 points dans le match 2 et perde à la fin. Ça montre surtout la résilience, ça montre surtout le caractère de l'équipe des Knicks avant même d'aller détruire les Celtics parce qu'ils en ont bien besoin, j'ai l'impression. Bon, moi, je veux qu'on aille d'abord sur les Celtics parce que c'est la surprise quand même. Hier, moi, je regarde, on va sur le début du match. Tu gagnes le premier match à domicile, je me dis, oula, ce match-là, il va être compliqué. Le début du match des Knicks, il est pas bon du tout. En face, Jalen Brunson est ciblé par Jrue Holiday, par Jaylen Brown sur du 1 contre 1, il se rapproche du cercle, et il y a ce fameux premier écart. Ils reviennent un petit peu, les Knicks. Towns est bon, ils reviennent. Towns est bon. Très bon même, très bon. Brunson sort, Towns est bon, on met la balle à l'intérieur et on Payne arrive... et Deuce McBride, là, bravo. Ça, on arrive à leur remettre. Ouais, Et de nouveau, mais en fait, ce que je comprends pas chez les Celtics, c'est comment... Alors que tu perds le premier match, que tu fais une bonne entame sur un truc ciblé, c'est-à-dire agressif, se rapprocher du cercle, tu retombes quoi qu'il arrive. Et c'est un petit peu le grand changement par rapport à la saison dernière, où je l'ai trouvé malgré tout plus pragmatique que vouloir shooter absolument à 3 points. Quoi qu'il se passe, peu importe le scénario, il retombe dans cette volonté de shooter absolument quoi qu'il arrive à 3 points. Bah, l'inquiétude, elle est là. C'est que le premier match, ok, tu as été maladroit à 3 points, tu t'es fait surprendre. Bon, tu as raté ton match, ça peut arriver. Tu fais le deuxième match quasiment la même chose. Tout au long du match, tu montes jusqu'à plus 20 encore une fois, tu te fais rattraper, tu l'as dit, hein, quand ils sont dans l'alternance, ils sont excellents, malheureusement, je vois pas les Celtics de la saison dernière qui ont envie de se passer la balle, de faire l'extra pas en plus pour trouver peut-être un meilleur shoot. Là, je les vois dans la facilité en se disant non mais c'est bon, on a perdu le premier après prolongation en shootant à 15-60 à 3 points, c'est bon, ça va passer ce soir, on va mettre un peu plus dedans, on va un peu alterner. Ben non, t'as une équipe de chiens en face qui te laisse pas faire ce que tu veux, qui est dans le combat et ils sont décevants et ils sont inquiétants aussi. Je sais pas s'ils ont encore la même niaque que la saison dernière. Ils sortent d'un titre. On sait que c'est jamais facile les back-to-back et j'ai l'impression qu'ils sont dans la facilité. Là, à 0-2, peut-être qu'ils vont commencer à se poser des questions. Thomas, j'ai une question pour toi. Dufan, c'est quoi hier le game plan des Celtics? Quand le match commence, je vois Jrue Holiday, énorme pression sur Jalen Brunson et il le contrarie. Parce que Jalen Brunson, il traverse la première mi-temps, c'est très dur. Il met des ballons en touche sous pression. Donc le game plan, c'est de lui mettre la pression. Et défensivement, enfin, en attaque, c'est de le cibler sur du 1 contre 1. Parce qu'on sait qu'il joue beaucoup de pick and roll et ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça se délite? Moi, je sais bien plus dire ce que je vais vous dire, mais je pense que les Celtics ont vraiment rectifié la mire par rapport au premier match. Le premier homme à signaler, c'est Jason Tatum. Jason Tatum, il m'a rendu fou sur le premier match parce qu'il n'a fait que du 1 contre 1, du pull-up, du pull-up, 3 points, raté, dont une énorme brique à un moment donné. Dans le match 2, c'est pas ce qu'il fait. Hein. Match 2, il y a beaucoup plus de pick and roll, beaucoup plus haut, il pénètre, il met un énorme dunk à la fin. Je vois un gars qui a appris de ses erreurs du match 1 et qui arrive au moins dans l'état d'esprit et dans la volonté à faire autre chose. Le problème, c'est que quand ils éteignent la lumière, il n'y a plus personne et c'est 2 fois de suite. La première fois, c'est sur 5 minutes, à cheval sur le 3e et 4e quart-temps, et la fin de match est serrée. Et hier, c'est dans les 3-4 dernières minutes, où il n'y a absolument plus rien, où c'est comme s'ils avaient perdu leur mojo. C'est un peu Space Jam. Le talent est parti, la confiance les uns en les autres est partie, il n'y a plus de défense, ils se font ouvrir sur absolument n'importe où et n'importe comment. Donc c'est pas tant le game plan, hein, moi, qui m'a posé problème. Ils finissent à 10-40 hier, c'est encore 25%. Évidemment, c'est très mauvais, tu perds, donc je vais pas dire bravo, mais ils font un bien meilleur match que sur le match... Le match 2, parce que c'était beaucoup plus clair, il y avait plus d'alternance par rapport au match 1. Voilà, c'est juste qu'en face, il y a une équipe qui est capable de répondre et avoir des coups de chaud qui sont quelque part très très rares. Je dis ça, mais ça fait 3 fois que je dis ça aujourd'hui en parlant de 3 équipes différentes. Hein. Alors là, on voit le craquage des Celtics en deuxième mi-temps et Thomas Laroukis, tu as raison, ça fait pas très équipe championne en titre, ça fait pas très serein tout ça. Ils reviennent la deuxième fois où les Knicks reviennent de 20 points. Oui, il y a un coup de chaud. La première fois où ils reviennent de 20 points, ils reviennent pas sur un coup de chaud. Ils reviennent première sur fois, tu dis ? Ouais, la première fois. Après, ils ont le droit de revenir, les Knicks, dans le match. Non, mais ils ont le droit, mais ils reviennent sur un massacre à l'intérieur, surtout où enfin ils décident de mettre la balle à l'intérieur. Moi, c'est pas ça qui fait le match. Ce qui fait le match, c'est le 4e quart-temps qui n'a aucun sens. Quand ils ont appuyé sur un bouton, moi, c'est ça qui me déçoit. Normalement, l'expérience
fait que même dans les matchs où les gars reviennent en face, t'es à domicile, tu le gagnes. Ah, ils sont revenus, c'était dur, mais tu gagnes le match. Là, ils éteignent le bouton au point de pas marquer un panier dans le jeu pendant 8 minutes. 8. Et parce que les choix sont pas bons. Tu vois des 1 contre 1 forcé, tête baissée, Jalen Brown de Tatum. Là où la saison dernière, il y avait beaucoup plus d'alternance, on voyait le ballon circuler, c'était leur force, c'était inarrêtable. Orford, il avait des shoots, maintenant il prend des shoots parce qu'il se dit je vais peut-être pas revoir la balle. Drew Holiday, bon, il est bon, mais je le vois pas trop avec la balle. Finalement, il est plus dans la création. J'ai l'impression qu'il y a un duel Brown-Tatum un peu dans les 1 contre 1. White prend beaucoup de shoots aussi. Bon, après, il en met dedans. Mais j'ai l'impression que cette solidarité collective, elle est un peu oubliée en ce moment. Avant d'aller sur New York, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'interroge, et je vais avoir évidemment votre avis, et à vous aussi dans les commentaires, c'est comment cette équipe de Boston l'année dernière, où quand on fait les émissions sur les finales NBA, on se dit c'est un basket maîtrisé, ils sont en face des deux côtés du terrain, ils sont pragmatiques. J'ai l'impression que cette année, on les a vus naviguer un petit peu dans la saison régulière. Bon, on dit écoute, on savait pas trop. Là, j'ai quand même l'impression que cette équipe-là, elle est pas si sereine que ça au final, et je suis très surpris de voir cette équipe avec le vécu qu'elle a être capable de tomber dans des, parce que hier c'est un petit match de basket. Hein. Oui, c'est un petit match. Hier c'est un petit match, c'est un pauvre match de basket. Je suis très surpris après une défaite à domicile de voir cette équipe de Boston capable de tomber dans ces petits. Les Knicks, ça fait leur jeu. De jouer au basket comme ça, la preuve, mais que Boston soit pas capable d'élever en termes de QI basket son niveau, je suis très surpris, et ça ouvre le champ des possibles pour moi. Parce que on doit mettre le point sur quelque chose d'important, c'est qu'une alchimie d'équipe, ça se trouve pas comme ça. L'année dernière, alchimie exceptionnelle, tout était, malgré la blessure de Porzingis, tout était dans la même lignée, la même direction, ils ont parlé le même basket. Et de le faire 2 années de suite, on le voit bien sur les 8 dernières années, puisqu'il n'y a pas de back-to-back, c'est pratiquement impossible. Donc là, je vois une équipe qui est en grand struggle et qui n'a pas la même alchimie que l'année dernière. On atteste ce dernier quart-temps. Je vous donne quand même les tirs pour chacun des joueurs qui étaient présents. Jalen Brown, 0 points en 8 minutes, 0 sur 4. Jason Tatum, 1 sur 5, 4 points. Il met l'énorme dunk dans la fin du match. On parle pas de cette action de merde. Ouais, il y va direct. Alors Ford, tu l'as dit, il est un peu obligé de forcer. Il se retrouve à faire 1 sur 6, 2 points. Je vous ai dit Derrick White en 6 minutes, 0 sur 3. Pritchard, heureusement, il a mis les 2 flèches à 3 points. Donc tu te retrouves quand même dans un moment où, parfois tu ne sais pas, tu fais rien de différent, et pourtant tu es beaucoup moins fort, et tu arrives à avoir des moments très bas du basket. C'est pas fluide. Ouais, mais après, c'est ce que je dis. Je pense qu'on reste beaucoup sur l'image de la finale de la saison dernière, où ils ont détruit les Mavs. Vraiment, ils ont détruit en pratiquant un basket presque parfait. Ils n'ont pas roulé sur la conférence S la saison dernière. Même, attends. Ils ont été dominants, mais sur les 3 premiers tours. En face, il n'y avait vraiment personne pour le coup. Je veux pas s'excuser. Non, mais pour nous, le test, c'était la finale NBA. Ils sont passés avec les honneurs. Voilà, ils les ont détruits, et on reste tous sur cette image. Les Celtics, c'est trop fort. Contre Indiana, les 2 premiers matchs à domicile, ils les prennent, mais ils sont pas loin de... Puis Donovan Mitchell a gagné là-bas avec les Cavs. Oui, d'accord, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que sur le 4e quart-temps, c'est qu'il peut y avoir de la maladresse, les choix. Il n'y a pas un tir qu'il y ait un mec qui force. Tatum force, Jalen Brown force, alors Ford force, Derrick White force. Et ça me surprend de voir que sur un moment aussi important d'un match, avec des mecs aussi expérimentés, qu'en fait, il y ait personne pour remettre... J'ai trouvé qu'il n'y avait personne pour mettre de l'ordre dans la boutique. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Rien sur le papier. Porzingis, c'est là. Non, je vais vous dire un truc qui a changé. Et Pritchard en fait un peu. Il y a un truc qui a changé par rapport à l'année dernière. Il y a eu une vente de la franchise, et il y a 2 mecs qui sont sur un siège exécutable, c'est Drew Holiday et Porzingis. Et donc, quand tu parles d'alchimie, quand tu parles de sérénité, de se dire peut-être dans 3 semaines, je suis plus au club, je pense que ça doit jouer sur le collectif. Donc, on en reparlera s'ils se font sortir. Ça se trouve qu'ils vont faire 4 matchs d'affilée et qu'ils vont se qualifier, s'il y a une possibilité. Mais quand tout le monde va être transféré, parce que visiblement, c'est la direction qu'on va prendre, on pourra discuter de... Ils sont pas transférés à Guantanamo non plus. Enfin, ça va aller pour eux. Je suis désolé, mais à partir du moment où... Ils sortent d'un titre... moi aussi. Ils sortent d'un titre... Les gars, ils sont menés 2-0 avec 2 money time catastrophiques. Je vous pose la question de l'alchimie. Non, on peut se la poser la question. Vous me dites, je ne comprends pas. Bah moi, je vous dis qu'il y a une possibilité que l'alchimie, elle soit pas comme avant, qu'il y ait 2 mecs qui soient sur le départ et que ça puisse jouer sur l'état d'esprit de l'équipe. La preuve, c'est qu'ils sont à 2-0 en fait. Il y a quand même 0-2. Moi, je trouve que Jason Tatum n'arrive pas à être l'homme qui doit être. Ça. Là, on peut ouvrir le débat de Jason Tatum. Là, on revient encore sur le fameux débat de Jason Tatum. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. La vente, pour moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux, pas les miens évidemment. Mais moi, je trouve surtout que Jason Tatum n'arrive pas à être le mec qui doit être. Il est fort, il est talentueux. Mais quand je vois le match 1, le match 2, alors oui, il rectifie, il fait plus de pull-up à 3 points. Ouais, mais il va forcer à mi-distance. Ouh, c'est mieux. Hein. Mais en tout cas, il est tout aussi malade. La dernière possession,
possession, elle est symptomatique. Elle est catastrophique. Elle est L'image, catastrophique. c'est... Donc, il baisse la tête, il perd la Jason- balle, t'as le temps en plus de construire quelque chose. Jason Tatum n'arrive Catastrophe. pas à être le joueur qu'il doit être, Il veut être le héros. ce que tout le monde attend. Normal, ça. Donc tous les débats qu'on a où certains nous disent ouais vous êtes dur avec Jason Tatum, mais que ça soit nous ou même les médias américains qui ont la même lecture de qui est Jason Tatum aujourd'hui en NBA. Hier, quand je regarde le match, je me dis ah ouais mais en fait et puis alors tu le sais, ça me fait penser à certains, ça me fait penser à certains. Au bout de 4 actions, t'as compris quel match il allait faire. Tu le sais. Des actions du mercredi matin. Il est pas dans le Par combat. exemple. Il est pas dans le combat. Il aime pas ça. Il se regarde et puis tu vois qu'il gamberge. Ce qui est terrible avec vrai, ce que d'autres n'avaient pas, les Kobe, les Jordan, ce qu'Anthony Edwards n'a pas, ce que Steph Curry n'a pas. Lui, tu sens qu'il réfléchit. Il a ce truc-là. intellectualise un peu, peut-être. Pourtant, il a tout dans son jeu. C'est pour ça que c'est frustrant. C'est pour ça qu'on a cette lecture sur lui. C'est qu'il a tout. Il a pas spécialement un défaut dans son jeu, mais il a pas ce charisme, cette aura. Il n'arrive pas à faire la différence. Et il est toujours un peu en duel avec Jaylen Brown pour savoir qui est le meilleur joueur de cette équipe. Elle est terrible, la contre-attaque, où ils sont tous les deux. Alors, il y a le run et tout, mais ils sont tous les deux. Il lui fait une passe, Jason Tatum pour Jaylen Brown, qui part là. Tu sais, ils perdent la balle. Et après, j'ai aimé ce moment où ils reviennent, ils se serrent la main en mode putain, on est vraiment. Et moi, j'ai aimé ce moment de simili cohésion entre deux mecs. Ouais, mais il est pas vraiment en France au moment, tu vois. Non, tu sais, c'est pas comme. C'est quoi, il va lui créer dessus, comme quoi, un Draymond Green ou Curry, tu vois, où ça serait un peu. On m'a comparé. Non, je sais, mais c'est un check. J'ai aimé ce moment. Ouais, ok, je vois. Il aurait pu faire un laisse-moi la main, là. À partir du moment où c'est la meilleure action des Celtics, ça reste compliqué. Bon, allez, ouvrons quand même la page sur les héros du soir, donc que sont les Knicks, parce que les Knicks, le début de match, il est catastrophique. Jalen Brunson retombe dans des travers, on le sait, c'est-à-dire beaucoup de dribbles. Il est très bien défendu encore une fois par Jrue Holiday. Il est joué, on l'a dit, en plus défensivement. Il est dans le dur. C'est quand il va sortir d'ailleurs avec l'entrée de Cameron Payne et 2-3 calls de système pour mettre la balle sur Karl Anthony Towns où les Knicks vont refaire. D'ailleurs, là aussi, les Celtics, on peut faire une petite parenthèse encore. 4 fois le même play avec Karl Anthony Towns, 4 fois, remise en jeu. Ouais. C'est pas les Celtics. Douane, hein. Voilà. C'est pas les Celtics de l'année dernière, ça. Et puis, il y a un homme dans ce début de match compliqué, c'est Josh Hart. Qui a un cœur exceptionnel, qui va mettre des tirs externes, qui va redonner des possessions sur des rebonds offensifs, qui va maintenir finalement son équipe pour s'offrir un money time. Et Thomas, on le dit, aujourd'hui, jouer les Knicks, même quand ils font un match d'un basket très pauvre, jouer un money time aujourd'hui face aux Knicks avec Jalen Brunson, t'es jamais favori. Je vais te dire un truc, mais en fait, les 45 premières minutes, on s'en fout complètement de ce match. Faut rester au contact. Faut rester au contact, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir ce petit run, ce petit truc, ce vent de folie là qui va leur permettre de repasser devant. Comme toujours, qui te fait repasser devant, c'est Jalen Brunson. De toute manière, c'est l'homme des grands moments pour les Knicks. Moi, il me bluffe de résilience, tu vois, je le disais tout à l'heure, mais il ne lâche rien. J'ai aimé que Thibodeau, enfin, puisse nous mettre 2 grands à l'intérieur et fasse un vrai choix de rotation à faire jouer plus de 20 minutes Mitchell Robinson. C'était attendu. Bravo à Mitchell Robinson. Très pour bien. ce airball. Mémorable. Mais il fait un bon match. Il fait un très bon match et il mérite sa place dans les derniers instants. Les Knicks sont une équipe. Il fait un bon match. Oui, non, mais le airball, c'est le airball. J'avais te dire, il est pas là pour ça. C'est pas un airball, hein, gros. C'est pas un airball. Je crois qu'il a fait la passe au balayeur derrière, là. Incroyable. Il est pas là pour ça. Ça serait bien quelqu'un qui t'a tiré à la louche, n'hésite pas. Il est pas là pour ça, il l'a compris, je crois, pour mettre des lancers. Il a pesé énormément. Il était très bon. Donc, non, ils font le match parfait. Le deuxième hold-up, normalement, quand tu te fais cambrioler une fois, la deuxième, tu mets Vérissure. Tu fermes la porte. Tu fermes la porte à triple tour. Et puis tu te fais pas cambrioler 2 fois. Si les Celtics, ils se font cambrioler 2 fois. Donc, franchement, crédit à cette équipe qui joue pas très bien au basket, mais qui a un cœur énorme. Parfois, c'est ça. Vas-y. Pour revenir, t'as tout dit, c'était un pauvre match, mais ils aiment ça, les Knicks. Des pauvres matchs comme ça, c'est des matchs... Ils n'ont pas un beau jeu collectivement, on le sait, voilà, le danger il peut venir de partout, mais c'est pas un jeu léché, c'est un jeu qui part de Jalen Brunson et derrière ça tourne autour, tout le monde est capable de scorer. Et certes, Jalen Brunson est quelqu'un de très clutch dans les derniers moments, mais surtout les autres autour ne s'échappent pas non plus. Ils les attendent les ballons, les Bridges, Towns, Anunoby, et t'as Hart qui tourne autour, lui il est là dans les coupes, dans les dos des joueurs et tout, c'est un peu le Russell Westbrook des Knicks dans l'activité. Et voilà, ça fonctionne pour eux comme ça. Ils vont jouer comme ça jusqu'à la mort et ils vont jouer tous 40-42 minutes s'il faut.
Et voilà, c'est leur jeu. On le disait tout au long de la saison régulière, les Knicks, ils n'ont pas de marge. Et on le voit encore en play-off, en fait. Ils font la même chose contre les Pistons que contre les Celtics qui sont champions en titre. Mais c'est fou comme hier, et dans le match 1 aussi, on voit, ils sont derrière, ils souffrent. Et dès que tu te rapproches à 5 minutes de la fin du match, ben même des mecs qui n'ont pas été bons tout le match, ils vont commencer à mettre des tirs. Michael Bridges va encore mettre des tirs dans le corner. Josh Hart va mettre des tirs dans l'axe. Et puis après, c'est Brunson qui termine le taf. C'est vraiment cette équipe-là, tu l'as dit, et je pense que jouer des matchs de mauvais basket, c'est vraiment l'ancienne, quoi. Ouais, ça les arrange. T'as raison, c'est la muerte. Mitchell Robinson, là, je regardais ses stats, 22 minutes. Bon, il a 8 rebonds, 6 points, 3 interceptions. Il est à plus 19 de plus-minus. Alors, je vais vous donner une autre stat. Donc, le 5 majeur des Knicks, il n'y a pas un mec qui est en positif sur le plus-minus. En revanche, les 3 mecs qui sont sortis du banc, donc plus 19 pour Mitchell Robinson, plus 9 pour Deuce McBride et plus 4 en 4 minutes pour Cameron Payne. C'est la victoire du banc aussi des Knicks. Et ça, donc, alors, sous Thibodeau, alors là, il faut se mouiller la nuque pour y croire. Et qui peut m'expliquer pourquoi ils ont fait faute là d'affilée sur Robinson alors qu'ils n'étaient pas dans le bonus et ça les a amenés dans le bonus pour faire sortir Robinson? C'est pas Shaquille O'Neal non plus. Hein. La règle, c'est que avant pour contrer le hack-shack, en gros, t'as plus le droit de faire du hack dans les deux dernières minutes. Ouais. Donc du coup, là, il restait 2,40, 2,30. Il leur restait 3 fautes à faire. Ils se disent, on va faire faute, 3 fautes 8 et on va l'envoyer sur la ligne. Oui, mais ils vont le sortir. Ils l'ont sorti, Robinson, après. Bah oui. Mais tout le monde n'a aucun sens. Aucun. Voilà, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un a compris? En fait, t'emmènes en cadeau dans le bonus à 2 minutes alors que tu n'y es pas et tu peux défendre fort. Il fait rentrer un mec pour mettre les lancers. Et tu peux défendre fort et t'offrir de l'agressivité dans le temps de jeu. On en revient. Ça montre que quand même il y a un petit problème là. Ça montre qu'ils sont pas sereins du tout. Je te le dis. Et Karl Anthony Towns fait un très bon match offensif, vraiment, au rebond, il est dans la lutte. Défensivement, on l'a encore vu, on voit des drôles d'attitudes. Il est jamais fléchi, ce coquin. Il le sera jamais, Ron. Ouais, sur les piquets, et pareil, on va pas insister là-dessus. On va pas insister. Alors, il y a ce dunk de Jason Tatum ou Anunoby, je sais pas ce qu'il fait. Ou t'es haut, ou t'es plus bas. Ils sont tellement surpris. Ils sont tellement surpris. Ils se disent, il va s'arrêter à 3 points encore. Comment tu peux être surpris? Moi, j'ai hurlé là. J'ai hurlé. Ah non, mais bien sûr. Mais je suis sûr qu'ils se disent, il va s'arrêter. Ou t'es haut, ou t'es. Franchement, il accélère dès le début. Il les prend de vitesse, en fait, à un moment donné. C'est fini. Il met un énorme tomard, d'ailleurs. Dommage que ce soit le seul panier. Ils ont pas pris un panier à 3 points de Tyrese Maxey l'année dernière dans la gueule. Ils apprennent jamais. C'est des faits de match, Erwan. C'est ce qu'on appelle des faits de jeu. C'est ta théorie. En tout cas, les Knicks. Il faudrait que tout soit parfait. Non, sinon, on se ferait chier. Sois content déjà. Ouais, l'autre là, il fait la fine bouche. Il est gourmand celui-là. Mais on est là pour ouvrir des débats. T'as commencé par du négatif sur le match, sur tes petits Knicks. Début de match et tout. Régale-moi de la fin de match. Dis-moi comment t'as vibré. Moi, je suis là. Dis-moi que t'avais ton maillot, un beau trait numéro 82. Tu kiffes un peu là? Ah ouais. T'as souffert pendant des années là. Là, 2 matchs au Garden, là, nous, attends, c'est fantastique. Qu'on perd les deux, les cons. Arrête. Justement, les cotes du match 3, avant de prendre vos commentaires, on va aller les voir, puisque la série se déplace dans un autre Garden, le vrai, pour le coup, le Madison Square Garden. Et vous voyez que Boston va être favori sur ce match 3, et assez largement. On sait que les Knicks ont perdu 2 fois au Garden face aux Pistons. La cote, moi je vais prendre la cote des Knicks. J'y vais plein badin. Bon, la bonne info, c'est que c'est à 21h40 le match. Donc en prime time en France, je serai dans le bus. On va se régaler. Parfait. Tu seras dans le bus, tu vas pouvoir regarder ça tranquille. Oui, on s'en fout complètement. Du retour, on va Césaire-le-Vilain, vous savez où c'est? Ah non, Aimé Césaire? À côté de Rouen, voilà. Petite info comme ça, à picorer. Ça, c'est ma National 3, ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Oui, avantage Celtics, c'est une meilleure équipe. Les Knicks sont capables de lâcher des matchs à domicile, on l'a vu contre les Pistons. Victoire des Celtics. Ok, je suis très curieux de voir quand même la réaction des Celtics. J'ai envie de croire que la folie du Garden, le public, et je sais pas, ce match 3 va amener encore un petit peu plus de précision. On en parlait aussi avec Thomas Laroukis, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Il y a un truc dans l'air curieux chez les Celtics. Ils sont menés 0-2, donc forcément. Oui, mais même. Tu mènes 2 fois de 20 points, c'est une meilleure équipe. J'entends tout ce que vous dites. Le fond, la forme. Je ne serai pas le mec qui va s'embraser alors qu'il mène 2-0 et que dans 3 jours, il y aura 2-2 et on en reparlera de. Comme une équipe de ce niveau-là, que tu l'as dit, qui mène de 20 points, qui 2 fois d'affilée, c'est quand même. Après, ça reste les Celtics. Écoute. Est-ce que les Knicks peuvent le faire? C'est la question qu'on vous a posée ce matin sur les réseaux et vous avez été nombreux à nous répondre. Et on a pris comme d'habitude 3 commentaires. On va commencer, Tom, avec Maïwen. C'est pas qu'ils peuvent le faire, c'est qu'ils vont le faire. Elle est sûre d'elle. Elle a raison. Elle a raison. Les Celtics n'ont pas su tenir la pression des 4e cartons à domicile. Et en menant au score, c'est pas à l'extérieur qu'ils renverseront la situation. Ils prendront tout au plus un match à l'extérieur. Voilà, ça c'est les avis qu'on veut, ça. Bravo, c'est les avis qu'on veut. On est ravis d'avoir une fille qui commente. C'est assez rare.
Bien sûr, c'est faut vrai, pas on est hésiter, content. faut pas hésiter. Victor qui nous dit oui, ils ont une chance. D'après les stats, les Knicks auraient 85% de chances de passer. On a un mathématicien là avec nous. Stats des équipes qui mènent une série 2-0. Ils ont 2 cartouches à la maison pour tuer la série. Faire un break, c'est un chasseur ou quoi, Victor? Ce que j'allais dire. Mais le fait que ce soit Boston en face fait qu'il ne faut pas s'emballer trop vite. Mathématicien chasseur. Rappelons-nous de Denver l'an passé, champion en titre qui mène 3-2 face aux Wolves après avoir été mené 2-0 à la maison. Une nouvelle série commence au MSG. T'as raison, mon Victor. Allez, on enchaîne ensuite avec le dernier commentaire. C'est Youn Birart. Celtics en 6, ils ne sont pas juste dans leur playoff, mais c'est une équipe mieux construite et plus forte que les Knicks. On va le voir dès le Game 3. J'espère pour toi, mon ami. 4 de suite pour les Celtics, grosse cote quand même. Hein. Non, mais je veux dire, tu vois, si ça a fini en 6, 4 de suite pour les Celtics, très grosse cote. Mais je dis quand même de 2 dans une semaine. Écoute, il y a une Pendant 3 équipe jours. aussi qui a perdu son premier match à domicile, mais pour le coup, c'est bien rattrapé sur le match 2. On va dans la palette pour la série entre les Denver Nuggets et le OKC Thunder. Denver s'en est sorti face aux Clippers et a dû enchaîner direct à OKC. Pas de problème pour eux. Ils ont remporté le match 1 dans une fin de rencontre exceptionnelle avant d'ouvrir rapidement sur le match 2, mais surtout sur le match 3 parce qu'il y a 2 matchs 2, il n'y en a pas eu. On va revenir, Thomas, sur cette fin de match incroyable, ce hold-up de haut niveau de la part des Nuggets. Alors pour tous ceux qui l'ont pas vu, bah vous allez vous régaler. Pour tous ceux qui l'ont déjà vu, vous allez aussi vous régaler parce que c'est fin de match de playoff qu'on apprécie énormément. On y va tout de suite, on va se faire déjà le déroulé parce que on a fait assez long pour vous remettre en condition. On est donc dans les dernières secondes. OKC mène d'1 point, 119-118 et ça commence donc avec cette action. On va avancer bien sûr et on fera la palette après. Chet Holmgren qui se présente sur des lancers francs et qui va faire le terrible 0 sur 2 du puceau. Terrible Chet Holmgren à ce moment-là. Qui va donc rater les 2. Et puis ensuite, ça va enchaîner à fond. Christian Brown, Russell Westbrook, on y reviendra tout à l'heure. Et le tir donc d'Aaron Gordon, qui finit avec une filoche. J'ai adoré tous les plans, tu sais, téléphone courtside, que Denver l'a fait, par exemple, l'a mis. C'est quand même des moments exceptionnels, surtout dans des victoires à l'extérieur. Allez, on retourne au tout début. Et on va se faire un focus donc sur Alex Caruso, défendu par Nikola Jokic. Un coup de David Adelman. La danse de l'ours de Jokic. La danse de l'ours de fou. Lou Dort, là, il est coupé par Jamal Murray. On va switcher sur tous les écrans. Merci de se parler comme il faut, bien sûr. Aaron Gordon, là, est de dos. Et Jokic, il a qu'une seule mission, c'est de pas laisser la balle entrer sur Shai Gilgeous-Alexander, quitte à ce que ce soit un autre homme qui récupère la balle. Et c'est exactement ce qui se passe avec donc Holmgren qui se présente sur la ligne des lancers francs. Premier lancer. Un peu court. Gros plan sur le chat. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, c'est des moments où Thomas Larocki, on sait, c'est danger, là. Ah. Tu rates le premier, faut mettre le deuxième, il n'y a qu'un seul point d'écart. Il rate. Et donc, on rentre dans notre palette un peu plus profondément maintenant. Christian Brown peut faire la passe à Jamal Murray? Non, parce que Lou Dort a bien joué le coup et le coupe complètement. On suit le déplacement à l'opposé d'Aaron Gordon qui remplit bien le couloir. Une belle passe de relance. Et là, Russell Westbrook, alors on regarde, oui, bien sûr, tous les joueurs Caruso et Shai sont coupés. Chet va vite dans la raquette pour empêcher quoi? Une pénétration de Westbrook ou pas. Ça donne un grand tir ouvert à Aaron Gordon. Passe bien sèche dans le timing à 45. Holmgren arrive à revenir un petit peu. Il est trop loin. Et là, énorme filoche. C'est quelque part, Erwan, avec, oui, pas de temps mort, évidemment, à la fin, il reste 2 secondes 8. Le tir, là, il aurait pu peut-être faire une passe. En plus, Jalen Williams, il est en panique, il fait n'importe quoi. La célébration. En fait, c'est presque une contre-attaque parfaite. Au-delà de la dernière action, on a bien rempli les couloirs. Et puis, il faut toujours une erreur. On peut le dire que c'est celle du grand Chet. Ah, ça, pour le coup, on remplit les couloirs côté Nuggets. Un rebond passe sur le meneur coupé, outlet très vite dans l'aile. L'aile opposée qui est remplie aussi. Donc là, pour le coup, c'est très bien joué. Honnêtement, on l'a pas dit assez, je trouve. La lecture de Russell Westbrook, on lui a assez tombé dessus. Alors, ce qu'il fait, ça peut paraître basique, c'est d'une justesse incroyable. Et c'est surtout exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. Maintenant, le repli d'OKC sur la première passe, j'ai du mal à comprendre comment 2 mecs peuvent être effacés. La règle, surtout dans des fins de match comme ça... Sous le ballon Si t'es sous le ballon. Si le ballon, tu sprintes. Oui. Tu sprintes. Alors déjà, les 2 premiers là qui sont battus sur la première passe, ils sont, à mon goût, beaucoup trop facilement battus. Et surtout, ils ne sprintent pas pour revenir couper peut-être Aaron Gordon, lui rendre un tir plus compliqué. Et Chet Holmgren, il recule, mais il recule sur qui? Et là, sur le quadrillage du repli, là, il y a quand même une lecture où on est plus proche du CP que d'Hippocagne. Hein. Est-ce que, Thomas, est-ce qu'on peut en vouloir à Chet dans des moments comme ça où c'est vraiment, où il faut réagir très Ça va vite, hein?
Est-ce qu'on Tu peut lui parles en vouloir des lancers francs ou de la défense là, Non, la mais défense. lancers francs, j'en parle pas. Évidemment, il fait 0 sur 2, mais sur son repli, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Ça en repli, non, parce que je pense qu'il se dit ils sont à -2, c'est ça? Ouais, ils C'est à sont -1, -1. Ah, -1, oui. -1. Je pense qu'il se dit que Westbrook va pas se lever, donc il recule pour contester le drive. Après, Il est défendu, Westbrook, Tom. au début? Non, mais là, quand il arrive à 45, il dribble, il y a un gars qui est face à lui, et Chet, il est un peu en aide, on va dire. Ouais. Moi c'est surtout au début de l'action, voilà, on voit tout de suite le choix de Dort de couper Murray. Et Caruso, il est dans un entre-deux. Il se dit, est-ce que lui, il fait le choix de rester sur Jokic, c'est lui qui doit descendre, et c'est lui qui aurait dû être sur cette passe de Gordon. Et il fait le choix de couper lui aussi Jokic, donc les deux coupent, et ça laisse un 3 contre 3 en fait en demi-terrain. Et 3 contre 3, ça laisse beaucoup d'espace. Et après, de toute façon, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur un plateau, la télé NBA, où quand Russell a la balle, tout le monde est là, non. Et en fait, tu l'as dit, il fait le choix. Enfin, même moi, j'ai été surpris. Je vois l'action, je fais, ah ouais, il est comme ça maintenant. Il monte la balle, petite passe, simple et efficace à Aaron Gordon. Mais la défense, ça va très vite, c'est un rebond. T'as pas le temps de te mettre en place et tu dois réfléchir. Déjà, tu prends un coup sur la tête parce que ton gars, il vient de faire 0-2. Donc, je pense que Holmgren, il est encore dans cette pensée, oh putain, je viens peut-être de niquer le match. Et derrière, ouais, il y a mieux à faire défensivement, mais c'est très bien joué offensivement. Crédit attaque. Moi, j'ai toujours. Alors, parce que est-ce que prendre un tir d'Aaron Gordon comme ça, mais même au petit niveau auquel on jouait, souviens-toi Malakoff, ça me rendait fou les grands qui sprintaient sous le cercle sans savoir qui y avait. Sans savoir qui y avait. Le mec, il arrivait en trailer lancé, donc toi, quoi qu'il arrive, t'étais sous le cercle, tu faisais faute ou tu faisais panier plus faute, ou ton gars s'arrêtait à 3 points ou une distance, il avait un tir ouvert. Là, sur un sprint comme ça, à ce moment-là du match, oui, ça va vite, oui, les jeunes, mais le premier truc qu'on t'apprend, et c'est toi qui as joué à plus haut niveau. On peut la remettre l'action vite fait. Ouais, on peut, bien évidemment. On a les droits. C'est quadrillé, quoi. Qui on prend? La question qu'on peut se poser, c'est pour ça que je t'ai demandé ça, toi, la Rocky, c'est que si Chet fait le choix d'être beaucoup plus haut et d'être sur Aaron Gordon, vraiment qu'il puisse pas faire la passe. Et si Westbrook prend la décision de driver, d'aller plus vite et qu'il y ait un lay-up, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu vois, c'est toujours ça qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est une belle action de Denver, il n'y a rien à dire. Il faut encore mettre un tir. C'est les tirs les plus difficiles à mettre. À un moment donné, c'est un tir pour la gagne. Regarde, si Chet avait fait le choix d'aller plus loin et pas de regarder Westbrook, et que Westbrook avait passé Williams et était allé au layup, est-ce qu'on n'aurait pas dit déjà, Chet, il aurait peut-être pu venir à l'aide? C'est pour ça que, quand tu dis ça, pour moi, en fait, c'est tellement là, je comprends pas. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on est dans un canap à. Voilà, c'est ça. Non, mais tu reproches quoi à Chet, là? Je comprends pas. Pourquoi il recule autant? Tu défends sur qui, en fait? Parce qu'ils sont à -1, ils veulent pas prendre de drive parce qu'un layup donne la victoire. D'accord. Par contre, layup de Westbrook sur sa main gauche, mais vas-y. Non, mais ce que je veux dire, il est défendu, Westbrook. Par contre, ouais, après ça se joue à des millisecondes. Voilà, des millisecondes. Il doit voir qu'il est pas battu, Jalen Williams, et que Westbrook n'est pas du tout dans l'agressivité. On le voit, il est dans l'intention de passer dès qu'il commence à dribbler. Parce qu'il va Chet peut-être aussi. Il doit revenir, ouais, mais il doit revenir plus vite sur Gordon. Oui, mais après c'est des détails. Sur les reprendre, il est trop en aide alors que Williams n'est pas battu. Mais c'est des détails. C'est énormément une action. C'est ça le haut niveau. C'est ça le niveau. La différence entre des Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que si Russell Westbrook ne voit pas Chet, je suis sûr que son premier dribble, c'est pas le même. Son deuxième dribble, encore moins. Donc c'est toujours la réaction de quelque chose. Et heureusement qu'Aaron Gordon se trouvait par là, peu par hasard aussi. Pour moi, Russell Westbrook est défendu. Et pour moi, il a un contre un, certes, mais il a un contre un contre un bon défenseur. Moi, c'est Caruso. C'est Caruso pour moi. Après, là où OKC, je trouve, fait un drôle de choix, c'est que certes, Murray est coupé par Dort. Pour moi, c'est OK. Par contre, Caruso, qui va absolument couper Jokic 3 quarts terrain. Enfin, Jokic, il a mis des tirs 3 quarts terrain pour la gagne. Oui, non, mais si on va dans le truc, mais les gars, si on va dans le truc, il pense qu'il y a un Jokic au milieu de terrain. Alors qu'il reste 5 secondes, c'est un mauvais choix de le laisser tout seul. C'est pour ça que. On préfère. Encore une fois, et c'est pour ça qu'on fait des palettes. Là, on est dans un canapé peinard. J'ai un fauteuil à 5 000 € dans lequel je suis très confortable. Mais il vaut vraiment 5 000 €, c'est un cadeau de notre agent. Mais pour le coup, couper Jokic 3 quarts terrain, mais en même temps, t'as Aaron Gordon, tu donnes un tir. Mais après, c'est la lecture de Caruso. Il doit voir qu'ils sont en danger. Pour moi, quand t'es dernier, le truc de Chet Holmgren, pour finir là sur Chet Holmgren, c'est passionnant. Hein. C'est que pour moi, quand t'es dernier défenseur, mais peut-être que je me trompe, hein, dites-nous dans les commentaires, quand t'es dernier défenseur, tu dois voir quel est le premier attaquant. Le plus profond dans le terrain. Jouer le hors-jeu, quoi. Voilà. Et c'est, souviens-toi, quand tu fais zone presse, que t'as les 4 mecs qui sont hauts et que le 5e, il dit, ah, mais attends, mais moi, je veux pas me faire avoir et qu'il est archi bas et qu'il autorise la passe, t'as envie de l'insulter. Et là, je trouve que Holmgren, alors, c'est pas une zone presse, mais je trouve que c'est lui le dernier et il doit voir où sont tous les joueurs. Et il doit voir qu'il y a cet écart-là. Ouais. Enfin, voilà. C'est vrai.
Bon, il y a eu un match 2, messieurs, c'était passionnant, vraiment. Il y a eu un match 2, on va pas s'attarder sur le match 2, on va simplement dire que on a vu des équipes perdre à domicile le premier match, on a vu des équipes qui n'ont pas réussi à confirmer, à revenir en tout cas avec d'autres intentions sur le match 2. Ça a été le cas d'OKC, une nouvelle branlée quand même dans ces playoffs pour les Nuggets qui savent choisir leur match. Quand ils gagnent, c'est serré, quand ils perdent, ils se laissent complètement Thomas, aller, les on va mecs. pas non plus banaliser cette victoire parce que on va le voir en tableau, c'est un match historique hein, en match, playoff, bien sûr. par toutes ces stats là. Vas-y. 149 points marqués sur un match de playoff, c'est un record de franchise all-time. 87 points à la mi-temps. Le premier carton, ils marquent 49 points, ils sont à 87 à la mi-temps. On a compris qu'ils n'étaient pas venus pour blaguer. On atteste à Ron Wiggins en photo. Record all-time, donc les 87 points à la mi-temps. 124 points après 3 quarts temps. Là, c'est un record égalé. Incroyable. Shea a dit donc, on s'est présenté en étant dos au mur, être mené 0-2 à l'extérieur. C'était pas vraiment une option. On peut ajouter dans les stats dingues, c'est que Shea Gilgeous-Alexander, en 3 quarts temps, finit avec un plus 51 de plus-minus. Ouais, quand il est sur terrain, en gros, il était meilleur, quoi. Non, mais c'est ce qu'on avait. Et de toute façon, finalement, pour finir, avant d'aller sur les cotes, je sais pas si on les a, Tom, du match 3, quand on regarde les deux matchs, il y a cette fin de match dont on vient de débattre de manière incroyable, mais OKC avait dominé les 3 quarts de ce match-là. C'est un hold-up encore, voilà. hein. OKC vient de mettre une pilule. On a quand même l'impression que même si les Nuggets ont récupéré l'avantage du terrain, il va falloir les battre 4 fois quand même, hein, le Thunder. Ah ben là, Vous voyez quoi, quand même, pour la suite de la série? Ils leur ont fait une Memphis et on voit qu'en fait, quand ils jouent... quand tout se passe bien, en tout cas quand ils jouent leur basket, ils sont vraiment trop forts. C'est pour ça qu'ils ont fini premier de la ligue. Et honnêtement, ça va être compliqué. Moi, je vois OKC passer. Ouais. Moi, j'avais dit Denver en 7. Je reste là-dessus. Ils ont récupéré l'avantage du terrain. Tu l'as dit, ils choisissent leur match. Ils sont vraiment fait rentrer dedans. Ils n'ont pas su répondre. Là, l'équipe était trop énervée. À un moment donné, ça joue trop dur, ça court trop, c'est trop à droite, tu peux rien faire. De toute façon, personne n'aurait gagné contre OKC hier soir. Même Michael Jordan en 96. Hein. Ouais, même la Dream Team. La Dream Team, ils ont joué aucun match en 92 avec cette intensité, je te le dis direct. Donc, non, mais moi, j'aime quand il y a des réactions collectives. Voilà, l'orgueil des mecs. Ça rassure tout le monde. Hein. Merci, parce que à l'Est, on a du mal à finir les matchs. Eux, ils n'ont pas besoin de finir les matchs parce qu'ils sont très très bons sur les matchs à réaction. Donc, non, je reste encore sur mes 7 matchs dans cette série, et s'il y a un 7e match, avantage à l'expérience. Voilà, c'est un peu la manière de... Moi, je te rejoins aussi sur le fait que Denver, ils ont ce truc très joueur d'échecs. Ils savent choisir, tu vois. Ils savent choisir, ils font des hold-up. Je trouve qu'ils ont une espèce de baraka, que ça soit avec le 3 points d'Aaron Gordon, la claquette d'Aaron Gordon aux Clippers. Ils ont une espèce de truc, mais ils lâchent des matchs. Mais comme il avait dit, comment il s'appelle, Adelman, il avait dit, c'est Adelman, hein ouais, que tu perds de 50 ou que tu perds d'1 point, au final, ça reste une défaite. Et je trouve qu'ils ont ce truc, ils savent, ok, on accepte, on le perd celui-là, le prochain reviendra plus fort. Donc je trouve que sur la durée, je vois les Nuggets. Pardon, excuse-moi, je te rejoins. Le dernier truc qui va être intéressant, et Aaron Gordon en a beaucoup parlé dans la conférence de presse d'après-match, c'est il va falloir à un moment donné que les arbitres protègent Jokic parce que hier, en termes de permissif, au bout d'un moment, c'est le meilleur joueur du monde. Ça fait partie du jeu d'accrocher et tout. Hier, c'était un peu abusé. Donc, il y a quand même un certain équilibre à trouver sur les coups de sifflet si les Nuggets veulent passer, bien sûr. Oui, ça fait le jeu de Casey. Il y a eu beaucoup de flopping sur lui. Il y a quand même deux fautes invisibles qui lui sont sifflées. Après, ils font le choix, je trouve, qui est très bon, c'est de lui passer devant avec les petits pour provoquer ses passes lobées. Une passe lobée, tu as le temps de vite venir en aide. Et je trouve que c'est un très bon choix d'aller dans ses jambes. Ça l'a beaucoup énervé. Il essaye de passer, mais il n'arrive pas parce que les mecs sont tellement bas et tout. Et ça l'a frustré. Donc, on sait qu'il sait s'adapter. Hein. C'est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Mais très curieux de voir la réaction des Nuggets, en tout cas, au match 3. Ouais, on a vu qu'il lui envoyait pas mal de petits et que des fois, ils sont pas venus doubler non plus. Notamment sur la fin de match, on n'a pas pu faire toute la fin de match. Dans les jambes. Parce que sur le match 2, il y avait moins de problèmes. Du game 1. Et puis on a vu aussi Marc Denis, on t'oublie pas de dire à tes gars de faire faute très tôt pour que le chrono ne descende pas. Drôle de choix. En tout cas, voilà, il y a pas mal d'ajustements à faire encore dans cette série. On verra ça au match 3, cette série qui se déplace donc dans le Colorado à Denver. Voilà les cotes. Denver à domicile 2,55 et donc le Thunder est à 1,50, c'est ça? Ouais, ils sont toujours favoris. Ouais, j'ai OKC victoire match 3. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, dans mon esprit, OKC fait le doublé gagnant, là. On verra ça, en tout cas. Allez, c'est le moment du quiz pour bien finir l'émission, même si elle avait parfaitement commencé avec un cadre. Remets tes lunettes un peu. Je vais les mettre, t'inquiète. Tu les mets pour le quiz? Allez, vas-y. Ouais. Allez, Thomas se change, Tom Serravino arrive et on se lance dans le quiz.
Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz et surtout joyeux anniversaire, Thomas Larokis. Merci mon gars. Joyeux anniversaire, 40 ans, tu les fais pas. Ah, merci. C'est pas ce que tu m'as dit hors antenne, mais écoute, on est là pour Ouais, faire le mais show. depuis, hein. t'as mis les lunettes et ça Ça me va change bien un ou peu, pas mon gars. Je te plais comme ça Ça fait très vieux beau, j'adore. Oh là. Oh, Vieux c'est beau, dur, c'est dur. hein. Oh la violence. Oh là 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 beau là. garçon. Non, vieux beau, Il y a quand même beau dans vieux beau. Vieux Oh. à 40 ans, vieux beau. Vieux beau, C'est c'est un dur. peu péjoratif. Ouais, Après, ouais, c'est pas faux que quand on mange tous les trois au hall de Biarritz, on a l'air quand même de trois vieux beaux, on va pas se mentir. Oh non. Si. Il y a de la Aussi, concurrence, hein. il a- Ah oui, il y en a concurrents, on n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers C'est non plus. toujours mieux que vieux moche, mais vieux beau, c'est vraiment. c'est ça. Ah, vieux beau, ça fait Ouais, mal. mais Ça t'inquiète. fait attrapeur de minette, quoi. Ça Ouais, fait, tu voilà, vois, c'est un peu ça, ça fait ça. Ouais, ouais. ouais, c'est On n'est ça, pas ouais. ces gars-là. Non, pas du tout. J'ai fait quand même un quiz Nous, on a spécial. attrapé Chipiron, nous. Ouais, c'est clair, on attend Ah, les je chipions. suis C'est pas ce que c'est, c'est pas ce que c'est. Oui, J'allais c'est faire ça, Besançon. il va manger. Bien sûr que si. Besançon. Il vient de Bezac, le mec. Je faisais Il n'y a pas de chipiron à Bezac? Je sais pas ce qu'ils mangent là-bas. C'est quoi, c'est de la terrine, c'est ça? Des- C'est de la terrine des sandwichs Dona en triangle. Non. Ouais, ils sont vivants. Non, ouais. on adore Bezac. Des poissons panés Findus. On adore Allez, vas-y, Besançon. au revoir. Allez, un quiz spécial Thomas Larokis aujourd'hui. Bah, jusqu'au qui C'est suis-je. marrant, hein. pourquoi pas. Mais vraiment, Qui suis chez Thomas Larocchi. là, on fait des trucs très rapides en intro et après, on aura un qui suis-je normal, évidemment. Redonne-nous ta meilleure saison en carrière au point. 10,9 points. 10,9 points. Et j'ai En devant pro, hein, précisons. En pro. Ah bah ouais, frère, parce que les Bah gens, ouais. ils pensaient que c'est en N3, tout ça. Ah oui, oui, on oui. va respecter, on va évidemment. respecter. J'ai devant moi 6 noms de mecs, j'ai pris leur moyenne en carrière. Je vais demander chacun à mon tour, vous allez me dire s'ils ont fait plus de points en carrière que sur la meilleure saison de Thomas. Ah, Larocchi. pas mal. Donc plus que Ok. 10,9. J'ai hâte d'avoir les noms quand même. Des gars Par NBA, exemple, Thomas, je vais te demander est-ce que Nico Batum en carrière a plus de 10,9 points? oui. En carrière en NBA, on parle. Sur NBA. une saison. NBA. Sur une saison ou Ou sur Non, la non, carrière. sur la carrière. Ah, sur la- Mais sur une carrière. Je pense messieurs. que non, il doit être juste en dessous. Il est à 10, tu as raison, Ah ouais. moins. Voilà. Est-ce que, Erwan Michael Jordan. est-ce que Trevor Ariza a fait plus Oh, que c'est 10,9? coquin là. Eh oui. Pas mal. Coquineux, celui-là. Oui. Il a fait moins, 10,1 en carrière. Est-ce que Draymond Green a fait plus que toi? Non. Et il a fait plus, 11,5 Putain, le en coquin, carrière. il traîne Eh oui. au-dessus. Hein. Est-ce que J.R. Smith a fait plus? Oui, J.R. Smith, oui. Et non, 10,7. Oh, Thomas, Ah, t'es les- meilleur que J.R. Smith. Ah, les fins de carrière, elles sont difficiles pour Ouais, ça. c'est pas faux. c'est pas Evan Fournier? Oui. Eh oui, Oh, bah, 13,6. bon, ça va. Et on finit avec Rajon Rondo? faux. Oh. Alors, il a eu des saisons Avec- sombres. hein. Ouais, ouais, avec la fin de carrière, non. Je Ouais, vais mais dire. 12,5 Oh, points. Allez, Bravo, dans ta bravo, gueule. Rondo. On enchaîne un Pas grave, truc. j'ai des lunettes Yves Saint-Laurent. On c'est pas enchaîne, grave. Oh vous, là allez, là, vous allez ça tourner la pète, tête hein. là-bas. On a fait un montage. À chaque fois, on a pris la tête de Larokis et on Oula. l'a mélangé à quelqu'un. Vous Je c'est suis à la le gars vitesse. des joueurs. Attends, je parie que vous avez pas pris la meilleure photo, hein, bien sûr. Ça Si, dépend, si, il est si. joueur ou pas? Mais gros, c'est pas. Gros, c'est une émission. commence C'est parti. Trevor Booth, Tatum, 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 Thompson. évidemment. Je suis Clay frais. Thompson. C'est pas une émission de télé-réalité, c'est une émission de basket. Je hein. suis frais là, laisse-moi tranquille. Jason Tatum. Ouais, Jason Ouais, gros, on Tatum. dirait toi, c'est Oh, la bizarre. gueule. Non, mais je veux dire, c'était. Je suis c'est vraiment très frais. étonnant. Ouais, laissez-les un peu. Van Vliet. Oui, Van Vliet. Non, pas Van Vliet. Non. Non. Un mec qui est encore en playoff pour le coup. Oh, c'est qui ça? La gueule. Avec Mm. la barbe. La On dirait beubare. Drake. Il est plus grand, il fait au moins de 8, je dirais de 10. Je pense qu'il est à de 12 même. C'est qui Eh, je l'ai pas du tout. Towns. Non. C'est Towns. Ah ouais. Oh, je suis ouais, mieux. ouais. Je suis Ah, mieux ouais. à la Rookie Towns. Bravo, Lee, hein, ça marche bien, les face swap. Oh, c'est ouais, agréable. ouais, Eh, gros, tu On dirait un Brésilien. on dirait Attends, un- Romain. Oh, t'es beau gosse, toi. On dirait un mannequin, gros. Oh, il y a la base, il y a la base Et aussi. Chet, il s'en sortirait bien. Hein. Attends, mais là. Ah ouais, bah. Arrêtez. C'est pas bien, C'est pas bien, c'est Ah, pas bien. non, c'est pas bien. On est pas On pour aime ça. aussi les gens moches. Zubac. Ah, Zubac. Non, c'est juste Tiens, on dirait ton frère, hein. C'est juste Ouais, la ouais, saison. mon hein, cousin, c'est- mon cousin. Ouais, ton cousin. J'ai un ton On dirait cousin. sa qui saison à ressemble. Cholet, non? La mélo. La mélo. La vélo ball, bien sûr. C'est étonnant ce truc. hein. Oh, Ça- c'est avec Erwan, ça. Et Romain ça, Dupont. c'est Carwan, avec moi, je évidemment. connais la Ah, barbe. on a mélangé les La deux. barbe. Ouais, on aurait un bel enfant tous les deux. Attends, eh, Ah, gros, on peut essayer. belle peau en tout cas. Hein. Belle peau, très clean. Ouais, vous êtes BG tous les deux. Hein. Il y a un bel enfant, on peut essayer. Allez, vous avez J'ai hâte été de bon. savoir qui va porter l'enfant. Nous face. Allez, On enchaîne avec le qui suis-je. Pas possible. Je... Je vous rappelle qu'Arwan est, Ouais, il est est sur une streak catastrophique. C'est mon jour là. Attends, je peux pas être mauvais partout, gros. Évidemment, faut bien que je prie quelque part, sinon je m'en sors plus, gros. Allez, on se concentre. Ah, j'essaie. On peut souffler un peu. Devrait un bel enfant, il a dit. Gros. Il était beau gosse en même temps, le mec. Hein. C'est parti. Je suis né le 23 août 1987. J'ai donc 37 ans. Je n'ai plus joué en NBA depuis 2022. Dans ma carrière, je n'aurais gagné aucun titre. Mais tout le monde se souvient de moi.
Mais, commençons par le commencement. Des infos. On va partir Je passe vite. par une grande fac. Voilà. On dit de pas le 2000 nom. De 2005 à 2009. Cursus complet. Oui, oui. Lors de ma saison senior, je tourne à 14,4 points et presque 5 passes. Je remporte le prix Frances Pomeroy Naismith Pomerol. qui récompense, Joue au GS à Bordeaux, quoi. qui récompense les meilleurs joueurs avec une particularité physique. C'est important. Oh là, Particularité. il y a Albinos. Non. Vraiment, c'est plus évident que ça. Dans mon scouting report, Ah, putain. on me présente comme un joueur sûr balle en main et bon défenseur avec une vraie appétence pour l'interception. Je me présente à la draft 2009 et serai appelé à la 21e position. J'arrive en backup de l'un des meilleurs joueurs de la ligue à l'époque. Mais sa blessure au genou va me laisser être titulaire une trentaine de matchs. C'est Robinson. Lors de mes 37 matchs dans le 5, je tourne à 18,8 points et 9,1 passes décisives, ce qui me vaut de terminer 4e à la course au rookie de l'année. En 2009. La saison suivante, en 2010-2011, je suis impliqué dans un trade à 4 équipes qui m'envoient à l'Est. Je ne peux pas vous dire quelle équipe, puisque c'est celle où on m'identifie le plus. Jeff Sig. Non. Je dis n'importe quoi. Puisque j'y reste 2 saisons de 2010 à 2012, puis 2 autres saisons de 2017 à 2019. En tout cas, Didier Augustine. quand j'arrive là-bas en 2010, c'est pour jouer l'intégralité de la saison dans le 5. Plus de 13 points de moyenne et 5 passes. Je goûte aussi à mes premiers playoffs. À l'Est. Hein. Ouais, un premier tour perdu contre Chicago en 2011. Tinsley, non. Non. Et puis une demi-finale de conf perdue contre le Heat en 2012. Après 2 saisons passées là-bas, où j'aurais notamment côtoyé Barbosa, je suis à nouveau tradé. À l'Est, Barbosa. Eh oui, il y est passé vraiment 20 matchs. Pas du tout là. Je suis à nouveau tradé à l'été 2012 du côté de Dallas, en échange d'un Frenchie. Je viens remplacer une légende sur son poste. Et je ferai le taf, encore une fois. Dalaris, Devin Harris. George Non. Hill. Dalaris. Je resterai seulement une saison dans le Texas avant de partir en Californie. Je reprends mon numéro 2 et j'arrive chez les Clippers. Felton. Mo Williams. Non. Randy Foy. Non. Je retrouve le meneur dont j'étais le backup lors de ma saison rookie. Et encore une fois, lorsqu'il se blesse... J. Watson. Mais non. Ishmis. Non. Et encore une fois, lorsqu'il se blesse, c'est moi qui suis titularisé et je que fais Mo Williams beaucoup de en tête, bien moi, c'est à bien, l'équipe ça. qui remonte au classement. C'est quoi? Cette année-là, en 2014, on perdra en demi-finale de conf face au Thunder. Là, il est où là? Bledsoe. Gennaro Pargo. Il est où là? Là, attends, on est loin, j'étais là. chez les Clippers. Clippers. Joue En meneur. En juillet, je signe en tant qu'agent libre chez les Kings. Je suis titulaire sur les 45 premiers matchs avant de me blesser Oh, je et l'ai. me faire rater la fin de saison. L'année suivante, une affaire face à la justice me suspend lors de la reprise de la saison en 2016. Putain. Après 3 saisons à Sacramento sans jamais jouer les playoffs, Collison. Darren Collison. Darren Collison, Ah ouais. bien joué Thomas avant le retour à Indiana. Ah ouais. Eh oui, passé par UCLA. Chris Paul, Hornets là, aux Ah Clippers. ouais. Vous l'aviez pas, Chris Paul Au début, pas du tout. J'ai pas- Non. Moi, je crois qu'on était à l'est. Ouais. J'étais pas du tout à l'ouest. donc, Non. Darren Collison, clairement. Bah, voilà. Ouais, j'ai essayé d'être un peu Non, alambiqué. maintenant, tout c'est clair. Hein. Bravo. Darren Collison, ah ouais. Bravo Thomas. Je Bravo. suis content Ça parce que fait ça faisait très longtemps. Donc je vais pouvoir C'est la aller, tenue, ça, c'est la comme il est tenue. 18h45, 19h là il est, je vais pouvoir aller au bar pour fêter ça à l'eau bien sûr, et fêter la victoire du Paris Saint-Germain Erwan, Ah. hier face à Arsenal. Arsenal, puisque Erwan, sachez-le, a été très clément. Il a réussi, comme Tom, d'ailleurs, tous les Olympiens de First Team ont décidé de nous acheter un maillot, nous faire plaisir pour peut-être aller gagner cette Ligue des Champions, Erwan, à Munich, Ah bon sur les terres de l'exploit face à l'AC Milan en 93. Merci Erwan pour ce maillot, en tout cas. Il était pas au courant. Bon, bref, alors, merci à toi, Thomas. Bah, merci à vous, c'était génial et merci. Hein. Bon anniversaire, Vivement merci. cet été qu'on Elle fasse te un vend peu des très bien. photos. Merci. Merci. Les photos, non, mais- Après, les mecs sont là- pas là pour les bonnes raisons. Merci. Pourquoi pas? Je rappelle que j'ai dit vieux beau. Hein. Ça compte encore. Merci à RJ qui était incroyable, bravo à Polo et toutes ses équipes. Et on se retrouve surtout dimanche sur DAZN pour le match entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Et puis lundi pour le Big Monday, on va envoyer. Hein. Là, l'actu va être très lourde, les playoffs et les NBA Classic Games. Ce sera le match en 2009 entre Ouais, Orlando. les Cavs et le Magic. Bon week-end à tous. Ciao, bye bye. Ciao, on vous aime.